Salut à tous et bienvenue dans ce live Disney où on continue à lire les livres des méchants, la saga des vilains qui est écrit par Serena Valentino. C'est Hachette Rose qui édite ça, vous pouvez le trouver sur son site. Merci à eux de m'avoir envoyé quasiment toute la collection et à Mathie de m'avoir envoyé celui-ci en particulier. J'ai même mon petit marque-page qui avait été fait par Anto. Voilà, et du coup on continue, on est au chapitre 11. Merci à tous d'être là ce matin sur cette petite playlist très cool. Et voilà, et moi ça me permet de... déjà de lire des bouquins que je trouve vraiment très très bons parce que ça vous raconte l'histoire des méchants avant le dessin animé en question dans lequel ils sont. Mais voilà, je m'éclate, je fais plein de voix, je chante les chansons, ça me permet de m'exprimer aussi et du coup je vous en remercie. Salut ma Lolo, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je t'enverrai un petit message bientôt. Et merci à tous ceux qui sont là. Ça va très bien ce matin. J'espère que vous aussi. Et que ce petit live lecture, mais on commente aussi, vous accompagnera que vous travaillez au boulot, sur place ou en télétravail, ou que vous soyez en vacances, ou peu importe. J'ai super peur de ce boucan-là. Oh, merci, Missiello. J'ai cru que c'était ma fenêtre qui faisait un boucan. Les personnes qui vont lire ce message sera rempli d'amour avec la voix de notre reine. Merci pour ce don. Missiello, ça y est, tous les vendredis, il me régale. Merci, merci beaucoup. Il m'a donné 120 €. Malfort. Ah là là. Mi amor. Merci beaucoup. Je rappelle que quand vous me soutenez comme ça m'aide énormément puisque ça soutient cette direction professionnelle que je prends avec le stream. Mais ça m'aide également à step up un peu le matériel et à acheter des petites choses aussi pour vous. Donc à chaque live lecture. Bah écoute, le prochain on le fait dans longtemps alors, hein, parce que je suis pas là pour vider tes poches. Et merci, Missiello, t'es un amour, il le sait. Il le sait. Donc là, on lit Ursula, mais après, on fera le puzzle de Ursula. Donc voilà, l'idée, c'est de lire le... Quand je les ai, bien sûr, là, il se trouve que je l'ai. Merci, Micor, de m'avoir offert ce puzzle. J'ai eu plein de cadeaux. Donc vendredi prochain, ce sera le début du puzzle de Ursula et on continuera le vendredi à faire le puzzle d'Ursula. Voilà. Eh bien, je propose qu'on se lance et qu'on y aille et qu'on finisse ce livre. Bienvenue tout le monde, asseyez-vous bien avec petit thé ou petit café et on est parti. Le chapitre 11, la lamentation des étranges sœurs. Les sœurs avaient consacré trop de temps et d'inquiétude au message de la fée noire et avaient laissé Ariel s'introduire dans le château du prince Eric. Heureusement, la petite sirène n'avait pas réussi à se faire une place dans son cœur. Pas encore, tout du moins. « Nous devons concentrer toute notre attention sur Ariel, dit Lucinda. Où sont Flotsam et Jetsam ? » « Je m'occupe du miroir, s'écria Martha, en allant chercher l'un de leurs objets magiques afin qu'elle puisse garder un œil sur Ariel et le prince. Donc effectivement, Malfoy avait raison. Dans chaque histoire, il y a une histoire de miroir. Il y a un miroir qui revient et du coup qui sert soit à observer, soit au héros, mais il y a un miroir qui revient, c'est récurrent. Ruby tremblait, incapable de détourner son attention de l'avertissement de la fée noire. Elle va encore déchirer ses habits, celle-là, et en mettre partout. Pourquoi l'a-t-elle envoyée maintenant, alors que nous essayons de trouver Circé ? Tu penses qu'elle va contrer nos plans ? L'inquiétude permanente de Ruby au sujet du message de Maléfique ne faisait qu'accroître la rage de Lucinda envers son ancienne amie. Cesse de parler d'elle, Ruby. Essayant de la distraire, elle ajouta « Regarde, voilà Martha avec le miroir. »« Je les ai !» Dans le miroir que Martha traînait péniblement dans la pièce, les sorcières virent Flotsam et Jetsam qui espionnaient Ariel et le prince Eric. « Aidez-moi, couina Martha en trébuchant dans les lambeaux de sa robe. »« Par tous les dieux, pourquoi n'as-tu pas pris un miroir plus petit ? Laisse-nous faire. » Les trois sorcières réussirent à installer le miroir contre l'une des statues de corbeaux en onyx ornant la cheminée. Elles pourraient ainsi se réchauffer au coin du feu tout en espionnant la benjamine de Triton. Elles se demandèrent à l'unisson si elles faisaient ce qu'il fallait. Avec un terrible pressentiment, elles avaient pris garde de ne pas reprendre leur vieille habitude d'interférer dans la vie des autres, de lancer des sorts maléfiques ou de céder au chaos lyrique qui les habitait. C'est bien ça, de pas trop lancer des sorts aux gens, de laisser les gens tranquilles. En fait, elles avaient été plutôt calmes ces derniers temps et c'était exclusivement pour Circé, leur petite sœur adorée. Elles parlaient même normalement, ou aussi normalement qu'elles le pouvaient, afin que leur sœur les accepte. Celle-ci détestait leur vieux langage plein de rimes. Elle voulait seulement la rendre heureuse et qu'elle soit fière de ses sœurs aînées. Mais le fait d'intervenir dans la vie d'Ariel et de tuer son père, n'allait-il pas les souiller encore plus aux yeux de Circé ? Si, sans doute. Un minimum, les filles. Voilà. Peut-être elle va pas être contente, quoi. Enfin, on va voir. Hein. Pouvait-elle être vraiment sûre ? Peut-être que ça ne gênerait pas Circé. Au contraire, se dirent-elles, elle pourrait même être satisfaite. On ne sait jamais. Après tout, Circé aimait Ursula. Elle leur avait dit. Si elle avait eu connaissance des terribles choses que son frère lui avait fait subir, pas la légende, mais l'horrible réalité, elle les aurait probablement aidés. La façon dont Triton avait traité Ariel aurait suffi. Circé ne tenait pas en haute estime les pères qui privaient leurs filles du véritable amour et détruisaient tous les objets auxquels elles tenaient. Ça, vraiment, je crois qu'on est tous restés buggés dessus. Hein. Quand Triton casse toutes les affaires d'Ariel, ça nous a un petit peu marqué, ça. Je crois que, tu sais, il arrive, casse tout.
La façon... donc, hein, si Circé avait été là, elle aurait sûrement exaucé le vœu d'Ariel sans paiement, punissant ainsi Triton. Non, Circé ne serait pas gênée par leur plan avec Ursula. Salut Dianoria, comment vas-tu? Salut Amy. Je ne pense pas. Elle est trop bonne, chuchota Martha. Je pense qu'elle n'aimerait pas ça du tout. Nous faisons tout ça pour elle, soupira Lucinda. Martha et Ruby en doutaient. C'est ce que nous avions pensé avec la bête. Et maintenant, Circé furieuse ne veut plus nous voir. Lucinda serra les poings, se retenant de déchaîner sa fureur sur ses sœurs. Ursula s'est engagée à nous soutenir. Quand elle aura le pouvoir de Triton, plus rien ne lui sera impossible, ou presque. Maintenant, je vous en prie, concentrons-nous et aidons-la. Mais n'est-ce pas justement ce que redoute la fée noire? Elle a peut-être raison. Est-ce qu'une sorcière doit concentrer autant de pouvoir? Lucinda attrapa un bocal en verre et le lança contre le mur, où il explosa en propulsant de la poussière orange dans toute la pièce. Ne parlez plus jamais de maléfique! Une fois remises de leurs émotions, Ruby et Martha se mirent à pousser des cris perçants. Tu as détruit la poussière de divination! Lucinda, tu as tout gâché! Lucinda leva les yeux au ciel, se demandant comment elle faisait pour supporter tout cela depuis si longtemps. Je n'ai rien gâché du tout, cervelle d'oiseau. Martha les a déjà invoqués dans le miroir. Nous les avons vus quand elle est entrée. Gênés, Ruby et Martha barbotèrent des propos inaudibles, puis se tournèrent nonchalamment vers le miroir, où les étranges sœurs virent Flotsam et Jetsam onduler près du bateau d'Ariel et d'Eric. « Ils vont s'embrasser » gémit Ruby. « Comment avons-nous pu laisser faire ça? Ursula va être furieuse. » Pendant ce temps, à la surface, « Regarde-la, tu l'attends depuis toujours. » Ah non, on se doutait pas, hein. Quand on regarde Sébastien chanter ce truc-là, avec le flamant rose qui est à fond, on se doute pas que dans l'eau, il se passe autre chose, hein. Le flamant rose, il a mourir de rire si jamais vous voulez réécouter cette chanson. Parce qu'il fait oui, embrasse-la, allez. Il arrête pas, il est super à fond, il fait des trucs comme ça. Allez. Mais avant qu'elles ne puissent commencer à coasser leurs incantations, les perfides laquais d'Ursula renversèrent le bateau. Les sœurs poussèrent un soupir de soulagement. Jetsam et Flotsam ricanaient de contentement, se félicitant d'avoir ruiné une scène si romantique. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Notre distraction n'a pas permis à Ariel de prendre le répugnant chemin de l'amour. « Pas encore, » répondit Ruby, qui avait clairement la tête à autre chose. « Quoi? Qu'y a-t-il » Ruby garda le silence. « Dis-moi » ordonna Lucinda. Bredouillante, Ruby réussit à exprimer ses craintes sans prononcer le nom de Maléfique. Et si nous ne pouvions pas faire confiance à Ursula, si elle nous avait menti? Comment savoir si son frère a vraiment fait ce qu'elle a dit? Et où est Flanze? Elle a disparu depuis la visite d'Ursula. Où est Flanze? Décidément, Lucinda n'avait pas besoin de s'inquiéter aussi pour Flanze. Pas avec le message cryptique de la fée noire, la disparition de Circé et par-dessus tout ses sœurs en proie à la panique. Elle était furieuse, mais ne savait pas sur qui se défouler. Devait-elle s'en prendre à ses sœurs qui remettaient en cause son autorité? À Maléfique, qui les empêchait de retrouver leurs sœurs? Le plus perturbant était qu'elle était peut-être simplement furieuse envers elle-même pour avoir aveuglément accordé sa confiance à Ursula. Dans tous les cas, il fallait mettre fin à cette situation. Elles ne pouvaient pas réaliser leur plan si elles avaient le moindre doute ou la moindre inquiétude. Lucinda se dirigea vers le mur sur lequel elle avait lancé le bocal et ramassa un peu de poudre au sol sans prêter attention aux éclats de verre. Elle se coupa et vit son sang se mêler à la poudre orange sur ses paumes, ce qui lui rappela l'avertissement de la fée noire. « Vous aurez le sang d'Ariel sur les mains. » Elle jeta la poudre qu'elle avait ramassée dans les flammes. « Montrez-nous, par le passé, quand Triton et Ursula ont discuté. » « Ce n'est pas le bon sort, Lucinda, » intervint Ruby, soulagée que Lucinda ne puisse pas la tuer du regard. Dans le cas contraire, Ruby se serait étouffée dans son propre sang. « Silence, Ruby, je ne te laisserai pas gâcher ce sort, » intima Lucinda. Mais elle le modifia au cas où. « Montrez-nous, par le passé, la dernière fois que Triton et Ursula ont discuté. » Elle secoua les mains, lançant dans le feu les derniers grains de poussière, et Ursula apparut dans les flammes. La sorcière des mers faisait ses adieux à la princesse Tulipe au pied du château de Morningstar le jour où elle l'avait sauvée de son chagrin et de sa peur. Maintenant, mon cher ange, j'espère que tu ne songeras plus à te jeter du haut d'une falaise pour l'amour d'un homme qui ne te mérite pas. Et j'oserais dire que si un autre homme tombe amoureux de toi, tu sauras qu'il t'aime pour ce que tu es vraiment, et non pour ce que ta beauté peut lui apporter. Si ce jour arrive, je te rendrai ta voix, ma douce. Tulipe sourit faiblement pour toute réponse. Ruby jeta un coup d'œil à ses sœurs qui observaient la scène avec attention. C'est ce jour-là qu'Ursula a sauvé Tulipe de la noyade, après que le prince lui a brisé le cœur. Où est Triton? Nous avons demandé à voir la dernière fois que le frère et la sœur ont parlé, pas ces absurdités. Je pense que tu t'es trompée en prononçant le sort, Lucinda, gémit encore Martha, prise de panique. Je t'ai dit que le sort n'était pas le bon. Nous ne sommes même pas à la bonne époque. Lucinda semblait sur le point d'étrangler ses sœurs. Elle pouvait déjà se voir saisir leurs squelettiques petits coups et les écraser dans ses mains noueuses.
C'est une bien jolie scène que tu as évoquée, Lucinda, si je puis me permettre, dit Ruby. Lucinda la regarda comme si elle avait été un drôle de petit insecte. Si je puis me permettre? Depuis quand dis-tu des choses comme si je puis me permettre? Se moqua-t-elle. Mes sœurs, je vous en prie, je suis sûre que Triton finira par arriver. Dans les flammes, Ursula soupira en regardant Tulip prendre le sentier menant au château de son père, puis elle disparut dans l'eau. Elle était sincèrement désolée pour la pauvre petite princesse, pas parce qu'elle avait perdu sa beauté, mais parce qu'elle ne l'avait jamais véritablement appréciée quand elle la possédait encore. Ursula se sentait d'humeur maussade, tant pour ses propres pertes que pour celles de Tulip, lorsqu'elle aperçut le chariot en forme de coquillage de Triton à l'entrée de sa tanière. Son sang ne fit qu'un tour en l'imaginant chez elle. Comment ose-t-il entrer sans ma permission? Triton avait souvent pris ce genre de liberté avec elle, non pas parce qu'ils étaient frères et sœurs, mais parce qu'il estimait que c'était son droit. Il l'avait renié bien longtemps auparavant, quand il l'avait bannie de son royaume. En réalité, il ne l'avait jamais acceptée dans sa vie, même quand elle vivait au palais. Il n'avait jamais essayé de l'aimer comme une sœur. Mais c'était dans une autre vie, pensa-t-elle. Son séjour à la cour lui semblait un cauchemar à demi oublié, flou et insaisissable. Elle vivait maintenant dans ses propres eaux, les eaux périlleuses, loin de Triton et de ses serviles sujets. Seuls les plus désespérés pénétraient dans son royaume, et elle se faisait un plaisir de leur rendre service. Triton l'avait décrite comme une créature capable de ne faire que le mal. Il n'oserait jamais reconnaître qu'il avait autre chose à offrir à son peuple, qu'elle avait autre chose à offrir à son peuple, bien qu'ils auraient régné ensemble beaucoup mieux qu'aucun d'entre eux ne pourrait le faire seul. C'était sûrement ce qu'avaient prévu leurs parents. Ils avaient en effet divisé leur pouvoir en les glissant dans le trident de Triton et le collier en forme de coquillage d'Ursula, celui que Triton lui avait pris quand elle avait été renvoyée de son royaume. Il ne pouvait pas utiliser son pouvoir même s'il le souhaitait, pas sans sa permission. Le pouvoir d'Ursula appartenait à Ursula, mais Triton préférait l'oublier dans un coin plutôt que de laisser sa sœur l'utiliser, tout comme elle la privait de son héritage et de sa place légitime à ses côtés. Il m'étonne qu'elle est vénère, tout ça on ne sait pas dans le film. On n'a pas bien compris. Quand je pense qu'il y avait cette rumeur dans la cour de récré comme quoi Ursula était la sœur de Triton, mais je disais mais c'est de la merde, enfin si Disney ne le confirmait pas, c'est que c'est faux. En fait c'était grave vrai, ils étaient visionnaires les gamins à l'époque. Si elle le pouvait, elle lui reprendrait ce pouvoir, et avec l'aide des sœurs sorcières, elle détrônerait son frère. Lucinda, Martha et Ruby écoutaient attentivement les réflexions d'Ursula en la regardant dans les flammes enchantées. « Ah, voilà le tyran !» dit Lucinda en voyant Ursula se glisser dans la gueule gigantesque qui accueillait les visiteurs de son antre. Les sœurs entendirent des cris et des supplications pitoyables de créatures du potager, des âmes perdues. Ursula sourit à Harold. C'est qui Harold? On a déjà parlé de celui-là? Mais c'est qui? Il avait été sa première victime. Ah. Parce qu'on nous dit Harold, genre il est connu, tu sais. Il avait été sa première victime et était donc là depuis le plus longtemps. Pas très français ça. Elle le considérait maintenant comme l'un de ses préférés. Quelque chose dans ses yeux tristes la faisait sourire. « Bonjour Harold, mon cher. » Elle regarda toutes les âmes qu'elle avait récoltées et demanda « Comment vont mes tendres chéris aujourd'hui ?» Elle faisait semblant de ne pas voir son frère qui se tenait juste après le potager. « Je vois que tu n'as pas chômé, Ursula. Tu penses sans doute pouvoir rentrer n'importe où, mais je crois que tu es allé trop loin. Tu n'as pas le droit d'être ici, monsieur le roi. » Je vois que l'exil ne suffisait pas, Ursula. Tu utilises manifestement ta magie noire pour ceux qui sont assez courageux pour entrer dans le monde périlleux et poser les yeux sur ton visage répugnant. Dans le royaume périlleux, c'est le nom du royaume de Ursula, ça. Visage répugnant. Ursula ravala sa douleur et la changea en malfaisance. Tes sujets ne viendraient pas me supplier de les aider si tu ne les opprimais pas avec tes normes de beauté démentielles. Ce cher, doux, stupide et adorable Harold en est un bon exemple. Il voulait juste impressionner ces dames avec les vertus que ta cour et toi tenaient en si haute estime, plutôt que d'être simplement lui-même, et regarde où ça l'a mené. Triton essaya de l'interrompre, mais Ursula poursuivit sur sa lancée. Mes contrats avec tes sujets sont équitables et irrévocables. Ta magie ne peut rien faire pour les aider, mon frère. Ne m'appelle pas mon frère, espèce de meurtrière infâme, épouvantable monstre. Meurtrière, infâme, épouvantable monstre. C'est ce que son frère pensait d'elle depuis leur face-à-face sur le rivage d'Ipswich. Elle aurait aimé avoir des souvenirs plus anciens de lui. Mais le fait d'imaginer leur jeunesse ne faisait que rendre son absence plus douloureuse. Peut-être valait-il mieux se dire que leurs origines remontaient à Ipswich. Elle ne pourrait jamais l'adoucir. Il la verrait perpétuellement comme un monstre. Tout l'amour, tout le soutien qu'elle pourrait apporter à son royaume ne suffirait pas à le faire changer. Même si elle se cachait, il y a une faute. Même si elle se cachait dans cette forme aquatique qu'il exigeait d'elle, dans ce corps qu'il considérait comme beau, elle savait qu'il verrait toujours droit dans son cœur, qu'il trouvait noir et glacial. Exactement comme elle voyait la ville d'Ipswich.
Ursula éclata de rire. Autrefois, tes mots me blessaient démesurément. Aujourd'hui, ils ne font qu'alimenter ma haine. La haine! Tu as violé les lois des mers bien trop souvent, Ursula. Il est temps que tu rejoignes le rivage afin de vivre avec les pathétiques êtres humains que tu aimes tant. C'est à cause de la princesse Tulipe? Oui, tu connais la loi. Son père remplit ses coffres d'or en pêchant dans ses eaux. Je ne te laisserai pas protéger ses enfants pendant qu'il met les miens en danger chaque fois que ces hommes jettent leurs filets. Je n'obéis pas à tes lois, Triton. Je ne vis pas dans tes eaux. Bon, à la base, Ursula, elle parle pas comme ça, mais bon. Je ne vis pas dans tes eaux. Ce royaume est à moi. Je fais la loi dans les eaux périlleuses. Par ailleurs, tu seras peut-être heureux d'apprendre que les coffres du roi sont vides à cause de ses déboires avec la bête. Une telle punition te suffira peut-être. Je ne vois pas pourquoi la fille devrait souffrir davantage à cause des choix du père. Visiblement, tu en sais long sur les filles qui ont souffert à cause des choix de leur père. Ne t'avise jamais de parler de mon père. Jamais. Tu n'as pas le droit. Cet humain n'était pas ton véritable père. Il a mérité son sort en s'entourant de ces assassins dégoûtants. Tu es devenue la chose que tu haïssais, Ursula, exactement comme tes victimes à Ipswich. Sors de chez moi, retourne auprès de tes sujets serviles et hypocrites. Tu n'as aucun pouvoir ici, Triton. Nous sommes dans les eaux périlleuses, tu ne gouvernes pas ici, et tu ne me gouvernes pas moi. Je peux arracher tes dernières bribes de pouvoir, et n'hésiterai pas à le faire, Ursula, si tu prêtes de nouveau ton aide à un humain. C'est mon dernier avertissement. Reste dans les ténèbres, la juste place des abominations telles que toi, et que personne n'ait jamais à poser les yeux sur toi. Si je suis l'abomination que tu décris, c'est par ta faute. Tu as toujours été comme ça, tu as toujours refusé, même quand tu étais toute petite, d'adopter une forme convenable. Ursula était abasourdie. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Je suis abasourdie, sans voix, je ne sais pas quoi dire. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as très bien entendu. Tu étais une petite chose ignoble. Je t'ai laissé partir à la dérive parce que je voyais le monstre que tu allais devenir. Je ne me suis pas perdue comme tu l'as dit. Tu m'as abandonnée. Oui, et c'était la bonne décision. Regarde-toi, tu es dégoûtante. Tu me fais honte. Quand même, ils mettent une sale image de Triton là, hein, c'est pas cool pour lui. Ça se fait pas trop. On aime bien quand même Triton, c'est le père d'Ariel, tu vois. Et en fait, il a abandonné sa sœur. C'est quand même un petit peu dur comme histoire. Ursula pensait s'être endurcie contre son frère lorsqu'il l'avait banni, mais une telle trahison dépassait toutes ses facultés de compréhension. Un vertige la saisit quand elle imagina le jeune Triton abandonner sa petite sœur aux vagues, sans savoir si elle allait vivre ou périr, espérant qu'elle ne s'en sortirait pas. Pardon, j'ai envie de dire bonjour à Hécate et du coup je lis n'importe comment. Salut Hécate, comment vas-tu? Pas étonnant qu'il ne l'ait jamais cherchée durant toutes ces années. Bah oui, puisqu'il l'avait abandonnée, il va pas aller chercher où elle est. Elle n'eut pas la force de demander ce que leurs parents avaient pensé de sa disparition. Découvrir qu'ils étaient au courant du plan de son frère serait insoutenable. Il ne l'était sûrement pas. Il avait dû leur raconter une mésaventure bien macabre. Elle se demanda, toutefois, s'ils avaient soupçonné leur fils parfait d'une si terrible action. Pour quelle autre raison le roi aurait-il exigé que Triton prouve qu'elle était morte ou indigne de régner avant de monter sur le trône? C'était trop horrible, trop infâme. Comment osait-il la juger alors qu'il avait abandonné sa petite sœur à la mort? Penser que ses parents auraient pu connaître la vérité? Ce serait trop déchirant, terrible à imaginer. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. C'était fini. Elle n'avait plus la moindre once d'amour pour son frère. Il n'y avait aucun doute en elle. Il ne lui avait pas donné le choix. La créature infâme et meurtrière allait donc faire ce qu'elle faisait le mieux. Elle allait se venger. Chapitre 12. La voix volée. Ursula ne se remit pas du baiser raté entre Ariel et Eric aussi facilement que les trois sœurs. Si ces mamours n'avaient pas renversé le bateau, le prince aurait embrassé cette petite peste et s'en était fini de ses plans. « Beau travail, mes trésors !» dit-elle à Flotsam et Jetsam en regardant la sphère magique que les sœurs lui avaient donnée lors de leur dernière rencontre. « On est passé près, trop près !» Elle était furieuse après les étranges sœurs pour avoir laissé Ariel aller aussi loin avec le prince. Cette petite garce est très forte, et plus douée que je ne croyais. Au train où vont les choses, il l'aura embrassée avant ce soir, dit-elle en nageant jusqu'au placard où elle rangeait les différents ingrédients de ses sorts. Que font donc les sœurs sorcières? Je n'arrive pas à croire qu'elles aient laissé cela arriver. Eh bien, il est temps qu'Ursula reprenne les choses en main. Elle brisa une fiole en verre contenant un papillon dans son chaudron et s'exclama « La fille de Triton m'appartiendra. Je veux la voir souffrir l'enfer. Je veux la voir se tortiller comme un ver à l'hameçon. » J'adore. J'adore sa voix. C'est Micheline Dax, en vrai. En vrai. D'un coup, elle fut entourée d'une lueur dorée qui la transforma en autre chose. Quelque chose qu'elle haïssait.
Vanessa, pensa-t-elle. La révoltante Vanessa avec ses grands yeux violets et ses longs cheveux noirs. La chair humaine la rendait malade. Elle détestait être une fois de plus obligée d'utiliser la beauté d'une autre pour se cacher, mais c'était la dernière fois, elle en était sûre. Dissimulée derrière le corps et la voix d'une autre, Ursula se laissa aller à ses pensées sur le rivage du domaine du prince Éric. Triton serait bientôt mort, elle prendrait alors la place qui lui revenait sur le trône, et elle le ferait sous sa véritable forme. Quelle chance que la Benjamine de Triton soit tombée amoureuse d'un humain. C'était tellement poétique. Si elle n'avait pas eu besoin de l'âme d'Ariel, elle l'aurait laissé épouser son joli prince. Son père aurait eu le cœur brisé en la voyant devenir ce qu'il haïssait le plus, une humaine. C'était une véritable intervention divine. Mais Ursula avait d'autres plans pour l'âme d'Ariel. Elle n'aurait pas pris la peine de s'emparer de la voix de la petite sirène si elle avait eu l'intention de la laisser épouser Éric. Les dieux de la fortune avaient travaillé en sa faveur le jour où les vagues avaient détruit le navire d'Éric, qui avait sombré dans les profondeurs du royaume de Triton. Grâce en soit rendue aux dieux des mers, Ariel était tombée amoureuse de lui à ce moment-là. Flotsam et Jetsam lui avaient tout raconté. C'était parfait. Les dieux avaient donné à Ariel la force de sauver le prince et de le ramener sur le rivage, comme s'ils soutenaient les plans d'Ursula. « Salut Aude, comment vas-tu ?» D'après ce qu'elle avait pu en voir, le prince avait commencé à tomber amoureux de la jolie rousse qu'il avait sauvée et mourait d'envie de la revoir. Heureusement qu'elle avait pensé à prendre la voix d'Ariel, ou il se serait probablement marié dès que la petite idiote aurait ouvert la bouche. Le pauvre prince pensait avoir imaginé la fille à la voix d'or dans son délire. Maintenant, Ursula était en possession de cette voix et entendait bien s'en servir. Elle allait prendre le prince Éric dans ses propres filets. Le cours de ses pensées fut interrompu par le son d'un instrument humain. Une flûte qui fendit les airs et s'écrasa dans l'eau. Il fait de la flûte et après il la jette dans l'eau parce qu'il est en mode « fuck, je vais voir Ariel, on va fuck !» Tu vois, il est comme ça. Il allait y aller, hein. Il est là, pensa-t-elle. Parfait. De la voix d'Ariel, Vanessa chanta l'air qui avait enchanté le prince le jour où la petite sirène lui avait sauvé la vie. Elle chante comme ça. Elle avait l'impression d'être... J'ai l'impression de parler à des enfants. Elle chante comme ça. Pardon. Elle avait l'impression d'être l'une de ces sirènes, en appelant sa proie ainsi, en ensorcelant un humain avec son chant, le chant d'Ariel, pour l'attirer sur le rivage et provoquer sa destruction. Puis une pensée foudroyante lui traversa l'esprit. Si elle possédait le pouvoir de Triton et dirigeait en même temps le royaume d'Éric, elle dominerait la mer et la terre. Non, elle a cru qu'il possédait la terre, Éric, là? Tu crois que la terre t'appartient tout entière? Éric, il n'est pas le roi de la terre, hein? Il a juste un petit bout. Hein. C'était brillant, absolument divin. Elle aurait seulement besoin de garder le prince Éric ensorcelé aussi longtemps qu'il lui serait utile, puis elle se débarrasserait de lui. Le prince descendit sur le rivage, attiré par la voix d'Ariel transformée en Vanessa et envoûté par sa magie. Il aurait été largement exagéré, voire tout à fait inexact, de dire qu'il avait la moindre pensée ou le moindre sentiment à cet instant. Il était certes injuste de l'ensorceler ainsi, mais Ursula ne voulait rien laisser au hasard. Elle aurait pu l'attirer en employant uniquement la voix d'Ariel, sans sorcellerie, et il aurait pensé que Vanessa lui avait sauvé la vie, mais le temps pressait, et elle devait s'assurer qu'il ne tombe pas amoureux d'Ariel. Elle avait besoin de l'âme de la princesse. S'il lui était resté la moindre trace de compassion, elle aurait eu de la peine pour le pauvre prince aux yeux hagards et à l'esprit embrumé. Il semblait être quelqu'un de bien, calme, doux, humble, plutôt droit dans ses bottes, et bien trop séduisant. C'est vrai qu'il n'est pas désagréable à regarder. Quand il approcha d'Ursula dans le brouillard, hébétée par la magie, elle soupira. Il trouve cette coquille humaine séduisante. Pas Ursula, c'est Vanessa qu'il trouve belle. Personne ne l'avait jamais aimée pour ce qu'elle était vraiment, à part l'humain qu'il avait adopté, son père. Il l'avait aimée même quand elle s'était transformée en monstre infâme et épouvantable, comme avait dit son frère. Tant pis pour le passé, pensa-t-elle. Tout ça n'aura plus d'importance une fois que la terre et la mer seront à moi. Elle est motivée. Les regrets du prince Mirliflor. Qu'est-ce que vous là, celui-là? Chapitre 13. C'est une lettre. Très chère princesse Tulipe, c'est avec les plus grands regrets que je vous envoie cette missive à vous et à votre famille. Que j'ai pu agir de manière aussi ignoble est pour moi un mystère ainsi qu'une terrible honte. Ma seule défense, aussi faible soit-elle, est que je n'étais pas moi-même quand j'ai agi ainsi. Pour tout dire, j'ai eu l'impression d'être possédée et incapable de suivre ma propre volonté. Je dois vous assurer, gentes dames, que des actions de ce genre ne sont aucunement dans ma nature, à l'exception de mes proclamations d'amour à votre rencontre, bien que j'eusse pu choisir une meilleure manière de vous les communiquer.
Oui, bah oui. Souvent, c'est vrai qu'on essaye de pas trop communiquer son amour en essayant d'envahir le château du papa, quoi. Souvent, on essaie d'envoyer une petite lettre ou des petites roses ou un petit cadeau. Mais envahir le château comme ça avec plein de gens, en général, ça marche pas trop. Essayez de pas faire ça quand vous voulez séduire une fille. Excusez-moi, j'ai des cheveux partout qui me font des guilis. Je les reprends. Voilà. Enfin, il s'excuse et ça c'est bien. Parce qu'il s'excuse pas toujours. Bien que je dois avouer vous aimer depuis un certain temps. Je vous aime depuis que je vous ai vu sur les rivages des terres de votre père, alors que vous sortiez de la mer telle une déesse, silencieuse et endeuillée. Et je vous ai vu devenir une jeune femme forte et intelligente. J'avais l'intention de me présenter à la cour de votre père comme il se doit, afin de vous rencontrer officiellement. Vous auriez ainsi pu réfléchir à la possibilité que je vous fasse l'amour, la cour. Mais je crains que les événements récents n'aient entaché votre opinion de moi. Si c'est le cas, chère princesse, je ne vous blâmerai pas. Bah oui, t'as un peu explosé à cause de toi, il y a des gens qui sont explosés sur les murs. Il y avait du sang partout. Je souhaite uniquement vous communiquer mes plus profonds regrets et exprimer mon amour et ma dévotion les plus sincères à la plus intrigante jeune femme que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Pas mal quand même. Il était tombé amoureux quand elle était laide. Ah oui, de Tulipe? Ah oui. Votre dévoué prince Mirliflor. Quand on s'appelle Mirliflor en général. Éberluée, Tulipe regardait fixement la lettre du prince Mirliflor. Elle ne trouvait pas les mots pour dire à Nounou ce qu'il avait écrit. Elle n'avait pas tout à fait pris conscience de ce que ça signifiait. Elle se contenta donc de lui tendre la lettre afin que Nounou puisse la lire. « Il s'exprime plutôt bien, dit Nounou. »« Il s'exprime plutôt bien, dit Nounou. Il est plus doué pour écrire que pour démolir les portes du château. » Tulipe n'en revenait toujours pas. « Est-ce que tu penses que ce qu'il dit est vrai? Que ces hommes étaient ensorcelés? »« Oui, ma chère, c'était bien le cas. Par moi. » Non, Tulipe la regarda. Je suis sûre que c'est Mergotel. Tulipe la regarda d'un air sceptique. « Pourquoi n'as-tu rien dit jusqu'à maintenant? »« Parce que tu m'aurais regardé exactement comme tu es en train de le faire. Comme si ta pauvre Nounou avait perdu la tête, soupira celle-ci. Et honnêtement, il y avait plus urgent. » J'ai cru qu'il n'y avait plus d'argent. J'ai cru qu'il y avait écrit « Et honnêtement, il n'y avait plus d'argent, on était obligé de faire ça. » Non, et honnêtement, il y avait plus urgent. Comme essayer d'invoquer Circé et faire face à Ursula quand elle a répondu à sa place. « Mais crois-moi, ma chérie, ces hommes étaient ensorcelés, et ton prince ne peut guère être considéré comme responsable de ses actes. » Tulipe fit la grimace mécontente. « Ce n'est pas mon prince. » Nounou éclata de rire. « Si tu le dis, ma chère. Mais vu sa lettre, je pense qu'il mérite qu'on l'appelle ton prince. » Tulipe détestait cette sensation. La dernière fois qu'elle avait ressenti ça, elle avait été complètement humiliée et profondément blessée. Elle ne pouvait pas se laisser envoûter par un autre jeune homme, des plus charmants, et risquer d'avoir à nouveau le cœur brisé. Pourtant, elle avait changé, n'est-ce pas? Elle était plus forte, plus audacieuse et nettement plus expérimentée. Ses qualités semblaient précisément être ce que le prince admirait chez elle. J'aimerais tellement que Circé soit là, Nounou. Elle saurait ce que je dois faire. Je pense que Circé te dirait de répondre à ce jeune homme, de le remercier de sa politesse et de l'inviter à prendre le thé. Tu le crois vraiment? Sourit Tulipe. Oui, ma chère. Je pense que je vais faire ça alors, répondit Tulipe en embrassant légèrement Nounou sur sa joue douce et poudrée. Avant de sortir au pas de course pour rédiger son courrier. Nounou éclata de rire. Elle avait tellement espéré revoir Tulipe heureuse, et le prince Mirliflor semblait être un garçon honorable. Sauf quand il n'était pas pris par des accès de folie, quoi. Enfin, il vaudrait mieux regarder tout cela de plus près au cas où. C'est quelqu'un de bien. Pour un humain, dit Flance dans sa tête. Je suis sûre, miaou, que Tulipe sera heureuse avec lui. Mais nous devons nous concentrer sur Circé. Miaou, j'ai bien peur qu'elle ne soit en grave danger, comme nous tous. Miaou. Je suis bien d'accord avec toi, Flance, et je pense que nous soupçonnons toutes les deux la même personne. Chapitre 14. Son but ultime. L'annonce du mariage du prince Éric mit le royaume dans tous ses états. Le long des côtes, on ne parlait que de cela, dans l'excitation et la confusion des plus totales. Salut Camorgol, comment vas-tu? Tout le monde se demandait qui était cette jeune femme, la sirène aux cheveux bruns dont le prince était tombé amoureux. Tout le monde, sauf la petite sirène bien sûr.
Quand elle apprit la nouvelle, la pauvre enfant crut que c'était elle qui allait épouser le prince. Et son erreur était bien compréhensible après tout. Ils avaient failli s'embrasser la veille sur le petit bateau. Oh, c'est hyper mignon. Ils avaient failli s'embrasser la veille sur le petit bateau. Et quelque chose dans le regard d'Éric lui avait donné l'impression qu'il l'aimait, tout simplement. Peut-être avait-il retrouvé la mémoire et s'était-il souvenu qu'elle l'avait sauvé. Elle était tellement heureuse. Elle arrangea rapidement ses cheveux et s'élança hors de sa chambre pour le retrouver. Elle court, elle se met dans le miroir, elle fait comme ça avec ses cheveux, elle est toute contente. Elle court avec sa petite chemise de nuit rose. Elle s'était tellement demandé comment elle allait faire pour qu'il l'embrasse avant le coucher du soleil, et voilà qu'ils allaient s'embrasser à leur mariage. Mais en rejoignant son fiancé, elle vit quelque chose de totalement inattendu qui l'arrêta net et lui brisa le cœur. Le prince se tenait aux côtés d'une belle jeune femme dans le grand hall du château et discutait avec son valet et confident, Grimsby. Jusque-là, Grimsby avait douté de l'existence de la mystérieuse femme à la voix d'ange dont Éric lui avait parlé. Il l'avait même sermonnée. Il lui semblait insensé de se languir d'une insaisissable sirène alors qu'une adorable jeune femme habitait sous son toit. Mais il dut reconnaître qu'Éric avait raison quand il lui présenta la jeune fille par ce beau matin ensoleillé. « Votre Altesse, il semble que je me sois trompé. Cette mystérieuse jeune fille dont vous parliez n'est pas un mythe, et de surcroît, je la trouve charmante. Félicitations, ma très chère. » Grimsby déposa un baiser sur la main de Vanessa, lui souhaitant la bienvenue dans la famille. « Nous souhaitons nous marier le plus vite possible. » C'est un robot maintenant. « Nous souhaitons nous marier le plus vite possible. » Il a les yeux ensorcelés, déclara Éric d'une voix creuse ensorcelée. « Oui, je comprends, mais ces choses-là prennent un certain temps. Cet après-midi, Grimsby, le voilier nuptial prendra la mer au coucher du soleil. » Au coucher du soleil, Ariel frissonna d'horreur. Sa vie était brisée. Les mots d'Ursula résonnèrent à son oreille. En plus, elle fait comme ça, Vanessa. Genre, Grimsby et le prince, ils ne la voient pas faire ça. Tu vois. Bon, le prince, à la rigueur, il est ensorcelé. Mais elle, devant Grimsby, elle fait... Il se dit pas, elle est bizarre. Bon, en tout cas, Ariel frissonna d'horreur. Sa vie était brisée. Les mots d'Ursula résonnèrent à ses oreilles. S'il t'a embrassé le 3e jour avant le coucher du soleil, tu garderas pour toujours ton apparence humaine. Et s'il ne le fait pas, tu deviendras sirène et tu m'appartiendras à jamais. Non, Ariel, non. Ariel n'avait pas du tout songé à ce que cela pouvait signifier. Appartenir à Ursula. Qu'il en soit fait selon vos désirs, dit Grimsby avant de s'éloigner pour diriger les préparations. Ariel était dévastée. Elle avait perdu l'amour de sa vie. Au coucher du soleil, elle perdrait aussi son âme au profit de la sorcière des mers. Elle finirait ses jours sous la forme d'une petite créature racornie dans le jardin d'Ursula, et son père ne saurait jamais ce qui lui était arrivé. Elle avait ruiné sa propre existence sans accorder une seule pensée à sa famille ou ses amis. Si, quand même. Mais si je deviens humaine, je ne reverrai plus ni mon père ni mes sœurs alors. Tu vois, elle a quand même pensé quand même. Comment expliquerait-il sa disparition? Où pensait-il qu'elle était? Tout cela ne serait pas arrivé si son père ne lui avait pas dit toutes ces choses horribles et ne l'avait pas condamné pour avoir sauvé Éric en cassant ses affaires. Petite fille capricieuse. Elle pouvait encore entendre sa voix tonitruante pendant leur horrible conversation. « Est-il exact que tu as sauvé un humain de la noyade? Toute communication entre le monde humain et le monde marin est formellement interdite. » Elle se souvenait de ces mots à la perfection. Elle avait essayé de lui faire comprendre, de lui faire entendre raison, mais il s'en fichait. Pour lui, le fait qu'Éric avait failli mourir n'avait aucune importance. Un humain au moins, quelle aubaine! Le fait qu'elle l'aimait n'avait aucune importance. Ce sont tous les mêmes, féroces, sauvages, mangeurs de poissons, lanceurs de harpons, incapables de sentiments. Tout ce qu'Ariel avait pu dire n'avait fait qu'attiser sa rage et provoquer un cyclone de violence qui l'avait poussé à demander l'aide d'Ursula pour échapper à son père et à la vie qu'il voulait qu'elle mène. Trop triste. Et je bois parce que là, les voix d'hommes, ça me casse la voix. Et la voix d'Ursula aussi. Imagine, je perds ma voix là d'un coup, là. J'ai fluence dans la gorge. Et tout ça pour rien. Elle ne saurait jamais ce qu'était l'existence dans le monde des humains. Sa vie était terminée avant même d'avoir véritablement commencé. Elle était tellement idiote. Idiote de croire qu'Éric était tombé amoureux d'elle. Idiote d'avoir passé un accord avec Ursula. Idiote d'avoir ruiné sa vie pour l'amour de quelqu'un qui ne l'aimait pas. Elle avait cru qu'Éric était tombé amoureux d'elle quand elle l'avait sauvé. Il l'avait ramenée chez lui quand il l'avait trouvée sur les rives de son royaume. Pourquoi avait-elle donné sa voix à la sorcière des mers? Si seulement il pouvait l'entendre chanter, il saurait qu'elle l'avait sauvée. Elle avait vraiment cru qu'ils allaient s'embrasser sur le bateau la veille, sur le petit bateau. Elle avait cru qu'il commençait à se souvenir, qu'il tombait amoureux d'elle. Si seulement il l'avait embrassée. Si seulement le bateau ne s'était pas retourné avant. Mais inutile d'y penser. Elle repensa au dernier jour.
s'arrêtant sur le moindre détail. Quand elle reprit un peu ses esprits, elle ne ressentit plus que des regrets. « J'ai tout perdu, tout, pensa-t-elle, en 3 jours à peine. » Elle vit ses rêves s'éloigner et se transformer en cauchemar. Elle avait été tellement intriguée ce soir-là en voyant Eric jouer de la bigette sur son navire. Celui qui joue de la bigette. Elle n'avait jamais vu un humain d'aussi près et elle avait pensé qu'il était probablement la plus belle créature qu'elle n'avait jamais vue. Elle avait imaginé sa vie, les voyages en mer, les danses sous les étoiles. Elle avait imaginé sa maison remplie de beaux objets humains comme ceux qu'elle avait collectionnés dans sa grotte. Il aurait pu lui montrer tant d'autres trésors humains, des choses qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle s'était projetée dans une vie à ses côtés, comme une aventure perpétuelle pleine de découvertes. Mais tout était fini. Elle avait cru que les dieux de la mer avaient mené ce merveilleux prince jusqu'à elle pour une bonne raison quand ils avaient détruit son navire dans cette terrible tempête. Ils avaient plongé Eric dans les abîmes et donné à Ariel la force de le sauver. Ils avaient fait en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. Pourquoi les dieux auraient-ils fait cela pour ne pas donner la moindre chance à cet amour ? Elle n'aurait pas pris de tels risques si elle n'avait pas cru qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Si elle avait sa voix, elle pourrait tout lui révéler. Seule, dévastée, elle regretta le moment de son arrivée dans le royaume d'Eric, quand elle croyait qu'il l'aimait. Elle n'arrivait pas à croire qu'il allait épouser quelqu'un d'autre. Elle était désespérée et en colère. Elle voulait hurler, mais la sorcière des mers avait dérobé sa voix. Elle avait dévoré aussi. « Ariel, Ariel !» C'était son amie Eureka. Excusez-moi, c'était Eureka. Le goéland qui se précipita vers la jetée, visiblement perturbé. « Je volais, bien sûr que je volais !» bégaya-t-il de manière assez incohérente. Ariel pouvait communiquer avec les créatures marines et les oiseaux tels qu'Eureka. Bien sûr. Ah, tu vois, il y a une autre faute. Et les oiseaux tels d'Eureka. Non, tels qu'Eureka. Bien sûr, mais elle n'arrivait pas à distinguer ses mots tant il postillonnait et balbutiait. Elle lui dit de se calmer et de parler plus lentement. Eureka réussit enfin à s'exprimer. Lorsque j'ai vu la chaudière, la sorcière qui se mirait dans le miroir et qui poussait la chansonnette avec le gosier d'une petite brune. Tu entends ce que je te dis? T'entends ce que je dis, tête de boudin créole? Il dit ça, wow. Le prince va épouser la sorcière des mers. Avec le gosier d'une petite brune. Ah, quel joli marié je vois dans mon miroir. C'est vrai que mon plan s'est déroulé au-delà de mes espoirs. La petite sirène est dans mes mains et l'océan m'appartient. Mais elle ne chante pas là-dedans. Et après, elle rigole. J'adore son rire de Vanessa. J'adore ce passage où elle rit et après, dans le miroir, l'autre qui rigole. Ah là là, trop génial. Et ça, ils l'ont pas fait. Ça pouvait pas rendre très très bien. Chapitre 15. Un message inattendu. La maison des étranges sœurs se découpait contre le ciel éclatant, teinté de doré, de rose et de bleu. Les sorcières regardaient nerveusement par la fenêtre, guettant le moindre corbeau ou le moindre signe en provenance des terres des fées, craignant de recevoir un autre avertissement détestable de la part de la fée noire. Ruby poussa un cri en voyant une chouette gris foncé voler vers la maison. « Arrête de crier, Ruby, c'est juste une chouette !» Mais les sœurs sentirent leurs estomacs se nouer en voyant l'oiseau se diriger droit vers elles. « Vous ne croyez pas... »« Non, répondit sèchement Lucinda. Maléfique n'utilise pas des chouettes. » Martha se dirigea vers la porte d'un pas hésitant et jeta un coup d'œil nerveux à la fenêtre au-dessus de l'entrée, décorée d'un dragon ravageant les terres des fées. « Martha, s'il te plaît, ouvre cette porte. Cette chouette ne va pas cracher du feu. » Quand Martha ouvrit, la chouette entra, atterrit sur la table de la cuisine et tendit une patte vers les sœurs. « Ruby, donne-lui un biscuit, ordonna Lucinda en prenant le message attaché à la patte de l'oiseau. Ruby et Martha passèrent en revue les différentes boîtes de la cuisine à la recherche d'un gâteau, tandis que Lucinda lut le message. « Arrêtez de faire un tel fracas, c'est Flance qui nous écrit. Elle veut que nous nous rendions sans tarder au château de Morningstar. Elle dit que c'est urgent. »« Que se passe-t-il? Elle est en danger ?» Ruby et Martha étaient surexcitées et Lucinda faisait de son mieux pour être patiente avec elle. Il n'y a pas d'explication. Elle dit juste qu'elle a besoin de nous et que nous serons les bienvenus à la cour. « J'en doute, Lucinda. Pas après le rôle que nous avons joué dans le malheur de Tulipe. »« Le quoi que nous avons joué dans le quoi de Tulipe? Depuis quand parles-tu comme ça ?» Lucinda observa ses sœurs les sourcils froncés et se demanda ce qui leur était arrivé depuis que leur petite sœur avait fui à cause de leur démence. « Salut Naruto, salut la Avengers, comment allez-vous ?»« Nous parlons toutes bizarrement depuis que Circé est partie. »« Oui, Lucinda, nous avions décidé de parler plus normalement pour lui faire plaisir. » L'oiseau mordilla la main de Ruby pour rappeler qu'il attendait une réponse. « Aïe, tu mériterais que je te torde le cou !» La chouette cligna simplement ses grands yeux globuleux vers Ruby, comme pour la défier de mettre sa menace à exécution. «
Oui, oui, j'arrive. Attends, dit Lucinda en fouillant dans le tiroir du bureau, à la recherche d'un parchemin et d'une plume. Donne-lui un biscuit, bon sang, Ruby, explosa-t-elle en rédigeant sa réponse en toute hâte, indiquant à Flance qu'elles arriveraient au plus vite. Dis-lui que tu es désolé. Je ne veux pas que les hiboux et les chouettes refusent de nous obéir. Nous avons déjà assez bien d'ennemis. Salut Matty, merci pour ton follow. Un autre Matty. Ça s'écrit pas pareil. Bienvenue sur la chaîne. Nous avons déjà bien assez d'ennemis. Voilà, ma chère, dit-elle enfin à l'oiseau en attachant le message à la patte et en lui tendant un biscuit. Porte cela à Flance le plus rapidement possible. La chouette ulula doucement pour la remercier, avala le biscuit et s'envola par la fenêtre ronde de la cuisine qui dépassa le pommier de la vieille reine pour s'éloigner dans la brume en direction du royaume de Morningstar. « Comment allons-nous voyager, mes sœurs ? Par la méthode habituelle » demanda Martha, plus perturbée que jamais. « Quoi encore, Martha » demanda Lucinda d'un ton impatient. « Et Ursula, nous pourrions arriver trop tard pour l'aider à combattre Triton ? Le mariage a lieu ce soir, avant le coucher du soleil. Elle aura besoin de notre magie pour compléter le sort une fois qu'elle aura l'âme d'Ariel. Et nous serons là pour l'aider. Le château de Morningstar est très proche du royaume d'Ursula. » Martha n'eut pas l'air soulagée par la réponse de Lucinda. « Quoi ? Parle, je suis fatiguée de vos mines renfrognées à toutes les deux, s'exclama Lucinda à bout de nerfs. Moi aussi, elle m'énerve. Excuse-moi, je comprends Lucinda, parce que moi, les deux, elles m'agacent un peu. Nous aussi sommes fatigués de choisir nos mots aussi soigneusement, fatigués de parler aussi normalement. Circé devrait nous aimer tels que nous sommes. Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous étions d'accord sur ce point. Plus nous nous attardons sur le sujet, moins de temps nous aurons pour Flance et la sorcière des mers. Maintenant, si vous le voulez bien, préparons-nous. Les sœurs se placèrent au centre de la pièce, devant la cheminée. Les grands corbeaux en onyx semblaient les observer, ce qui leur rappela la mise en garde de la fée noire. Un terrible pressentiment les envahit de nouveau quand elles prononcèrent les mots qui leur permettraient de rejoindre Flance. « Nous invoquons les vents, l'air et la brise au château de Morningstar, et sans méprise. » Quelle que soit la fréquence à laquelle les sœurs lançaient le sort, elles avaient toujours l'impression que le sol se dérobait sous leurs pieds, ce qui leur retournait l'estomac pendant quelques instants. Une fois remises de leur vertige, elles se précipitèrent vers la grande fenêtre ronde de la cuisine pour observer le paysage entre Ipswich et le royaume de Morningstar. Voyager dans les nuages, hors de vue de ceux d'en bas, leur procurait toujours le même plaisir. Et penser qu'Ursula s'imaginait qu'elle voyageait sur des pattes de poule, comme cette sorcière roumaine au nom lyrique. C'est quoi ça ? C'est Baba Yaga. Ils font une espèce de petit parallèle avec un autre conte. Je ne sais pas. Cela fait longtemps que nous ne l'avons pas vue, ma sœur. Je me demande comment elle se porte. De qui ? Elle est importante. Nous devons prendre des nouvelles de beaucoup trop de sorcières, ma chère, répondit Lucinda. En ce moment, priorité à Ursula, dès que nous aurons résolu cette affaire avec Flance. Chapitre 16, Mirliflor vient prendre le thé. Ça, c'est du nom de chapitre, ça. Comment on va appeler le chapitre 16 ? Mirliflor vient prendre le thé. Très bien. Le château de Morningstar était envahi de serviteurs préparant le solstice d'hiver. Tulip avait décidé au dernier moment que le festival serait maintenu malgré l'absence de ses parents. Nounou était ravie que Tulip ait de quoi s'occuper pendant que Flance et elle géraient le problème Circé. Mais elle commençait à se demander si elle avait bien fait de garder la princesse à la cour. Peut-être aurait-elle dû insister pour qu'elle accompagne sa mère, partie rendre visite à sa sœur. Elle doutait d'autant plus de sa décision, maintenant que les étranges sœurs risquaient littéralement de s'abattre sur le château à tout moment. Nounou était en train de regarder par la fenêtre dans l'espoir de repérer les trois sœurs, quand elle se souvint qu'elle avait promis à sa protégée qu'il neigerait au solstice. Elle agita nonchalamment la main, et des flocons légers et poudreux commencèrent à tomber. Ainsi, Tulip aurait sa chute de neige et serait occupée avec le prince Mirliflor qui venait prendre le thé. En réalité, c'était pour cela que Nounou avait décidé que Tulip resterait au château. Elle voulait donner aux deux jeunes gens une chance de passer un peu de temps ensemble, une chance de tomber amoureux. Le prince Mirliflor avait beaucoup d'allure ce jour-là. Heureusement, il semblait avoir laissé son luth chez lui. C'est quoi ce chapitre ? Et ne semblait pas disposé à chanter la beauté de sa dulcinée tout en buvant son thé. Ils l'ont pris pour un troubadour ? Hudson, c'est qui celui-là ? Hudson fit entrer le jeune homme et le guida parmi les myriades de servantes et de valets qui préparaient le château pour le solstice jusqu'au petit salon où attendait Tulip. Le prince Mirliflor est arrivé, princesse. Merci, Hudson. Pourrez-vous demander à Violette de nous apporter le thé ? Ah non, pas du tout, c'est pas celle-là. Merci, Hudson. Pourrez-vous demander à Violette de nous apporter le thé ? Bien sûr, tout de suite, princesse. Ah, Tulip indiqua le divan en satin rose au prince, l'invita à s'asseoir et s'installa à côté de lui. Elle ne savait absolument pas quoi dire. Elle n'avait jamais été douée pour les banalités. Elle trouvait cela tellement banal d'être sentimentale. Non, pour tout dire.
Parler de la pluie et du beau temps, échanger des platitudes pour faire passer les heures. Or, c'est ce qu'on attendait des femmes. Elles n'étaient pas censées parler des géants qui avaient dominé ces terres des siècles plus tôt, ou de leur guerre contre Oberon et les seigneurs des arbres du Nord. C'était pourtant ce qui l'inspirait et la fascinait, et elle voulait savoir ce qui inspirait le prince. Par bonheur, Violette entra. Oh, il y a Violette, il y a une Violette. Elle s'appelle Violette. Oh, celle-là, elle fait des choses. Elle fait des choses dans les couloirs du château, celle-là. Il y en a qui l'aiment bien, Violette. Quand elle déposa le plateau sur la table ronde, le service à thé tinta légèrement. « Excusez-moi, princesse. » Le fait que ces tasses puissent s'ébrécher ne dérangeait guère Tulipe. Au contraire, elle aurait aimé les jeter à la mer. Elle appréciait peu ce service car les fleurs roses lui rappelaient la bête. Elle devait penser à rappeler à Violette de sortir plutôt le service noir et blanc le lendemain pour le solstice. « Ne t'inquiète pas, Violette, ce sera tout, merci, je vais servir. » Les mains légèrement hésitantes, Tulipe versa le liquide brûlant dans la tasse du prince. « Comment prenez-vous votre thé » demanda-t-elle. « Avec de la crème et du sucre, s'il vous plaît » croassa maladroitement Mirliflor. Elle lui passa la tasse, posée sur une soucoupe assortie, tout en essayant d'empêcher ses mains de trembler et en cherchant quelque chose à dire. N'importe quoi. « Ma mère était désolée de ne pas pouvoir vous recevoir. Elle est partie rendre visite à sa sœur, la reine Oriane. »« Ha ! Oriane, O-R-H-I-A-N-E. En général, dans la légende et dans certains livres, Oriane, écrit comme ça, c'est la mère de la Belle au Bois dormant. Donc ça voudrait dire que Tulipe est la cousine de Aurore. Le prince Mirliflor regardait fixement son thé, trop timide pour lever les yeux vers Tulipe et trop effrayé pour parler, de peur que sa voix ne déraille à nouveau. Apparemment, Tulipe n'était pas la seule à ressentir une certaine nervosité. « Ma tante a beaucoup souffert. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui est arrivé à sa fille. Bingo !» Mirliflor leva enfin les yeux du fascinant contenu de sa tasse et osa affronter le regard de Tulipe. « Je suis désolé de ce qui est arrivé à votre cousine, dit-il. Je suis toutefois ravi que vous m'ayez invitée, princesse. J'ai été plutôt surpris de recevoir votre invitation. » Tulipe rougit mal à l'aise et eut brusquement envie de prendre la fuite. « C'est juste un prince, ne sois pas ridicule, se dit-elle. Elle aurait voulu d'ailleurs, n'importe où. Elle aurait voulu être d'ailleurs ailleurs. J'arrive pas à lire. Je pense à la Belle au Bois dormant. Elle aurait voulu être ailleurs, n'importe où, loin du prince et de ses troublants et beaux yeux gris, dans un endroit où il n'y aurait tout simplement pas de prince. Un tel lieu devait forcément exister. Oui, ici, à Paris. À Paris, il n'y a pas de prince. Tu peux venir, hein, ils sont partis. Ils ont tout pris, ils sont partis. Les princes, ça n'existe pas en région parisienne. Tu peux venir t'installer ici si tu veux. Un endroit où il ne serait pas nécessaire de discuter bêtement de l'actualité. Non, les médias le font pour toi, t'inquiète pas. J'ai lu des choses fascinantes sur l'histoire de votre royaume et de vos terres. Savez-vous qu'une grande bataille a été menée ici? D'accord, c'était le prince qui parlait. J'ai lu des choses fascinantes sur l'histoire de votre royaume et de vos terres. Savez-vous qu'une grande bataille a été menée ici? Laquelle demanda Tulipe, le sourire aux lèvres. Il y en a eu plusieurs? Oh, je suis tout particulièrement intriguée par la bataille entre les seigneurs des arbres et les géants. Mais elles sont toutes tellement captivantes, ne trouvez-vous pas? Soudain, Tulipe n'eut plus la moindre envie de prendre la fuite. Au contraire, elle n'aurait cédé sa place aux côtés du beau prince aux yeux gris et envoûtants pour rien au monde. Ah ben on la verra pas dans le métro celle-là, en fait elle va rester là. Tant pis. Chapitre 17. Le solstice des sorcières. Flans attendait ses sorcières à côté de l'une des portes du château quand elle aperçut soudain leur maison au sommet des falaises de Morningstar, au-dessus du turbulent royaume d'Ursula, comme si elle avait toujours été là. Si elle n'avait pas eu connaissance de la magie des étranges sœurs, peut-être aurait-elle d'ailleurs vraiment pensé que la maison avait toujours été là. C'était sûrement ce que les humains pensaient à chaque fois qu'elle se déplaçait. Flans s'était beaucoup attachée à Nounou et Tulipe, mais ses sorcières lui manquaient énormément. Elle était assise dans une posture parfaite, ses pattes blanches soigneusement placées devant elle, et les regardait parcourir le chemin menant à la porte du château de ses grands yeux dorés, cerclés de noir et parsemés de vert. « Bonjour, Flans !» s'écria Martha. « Tu nous as manqué !» Le domaine du château était recouvert d'une fine couche de neige, un phénomène inhabituel dans ce royaume côtier. Les sœurs savaient qu'une sorcière en était responsable. Mais laquelle? Mère Gothel. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur Mère Gothel et je pense que Nounou c'est Mère Gothel, je pense. Et après avec réponse elle va revivre un truc, tu vois. Les flocons s'accrochaient aux boucles des trois sœurs, tachetant de blanc leurs cheveux noirs comme l'ébène. Elles avaient été si accaparées par leur inquiétude pour Circé et leurs affaires avec Ursula qu'elles avaient quasiment oublié le solstice d'hiver. Heureusement, elles avaient pensé à échanger leurs robes rouges et lambeaux pour des tenues de soie noire, brodées de minuscules étoiles argentées, grâce auxquelles leurs corsages et leurs amples jupes évoquaient le ciel d'une soirée enchantée. Elles marchaient du même pas, comme souvent, et semblaient admirer le château, magnifique et resplendissant comme un phare, dédié à la beauté et à la lumière.
Le ciel, pensait-elle, était particulièrement saisissant au crépuscule. C'était leur heure magique, comme tout semblait parfait, et qu'elles avaient l'impression que tout était possible. « Bonne nuit, Lolo. Dors bien. On se reparle vite. Et bonne réunion, Missiello. T'inquiète, reviens quand tu veux. Quand tu peux, surtout. » La plupart des familles royales ayant tendance à redouter leur présence, les sœurs n'avaient pas été invitées par la royauté depuis des années, plus précisément depuis qu'elles avaient rendu visite à leur cousin, le vieux roi, père de Blanche-Neige. Elles ignoraient donc comment se comporter. Des étrangers les avaient conviées et leur avaient assuré qu'elles seraient les bienvenues, mais elles ne pouvaient pas s'empêcher de se poser des questions. Quelque chose n'allait pas. Quelqu'un de leur genre était manifestement dans les parages. Elles avaient cru en sentir la présence en approchant du château et avaient alors pensé qu'il s'agissait simplement d'Ursula, qui n'était pas loin. Ce n'était pas Ursula, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un de totalement inattendu. Les sœurs jetèrent des coups d'œil affolés autour d'elles et vérifièrent qu'aucun corbeau ne voltait dans le ciel, se demandant où se cachait Maléfique. Avait-elle ensorcelé leur compagne pour les attirer dans un piège? Mais clippé. Flance remua la queue. Si elle avait pu, elle aurait secoué la tête. Elle avait presque envie de laisser la situation perdurer, avec ces sorcières qui sursautaient et frémissaient, en cherchant en vain Maléfique et ses corbeaux. C'était hilarant. Mais ce n'était guère le moment. Ce n'est pas la fée noire, mes sorcières. C'est elle, celle des légendes. Miaou. Flance vit l'expression sur le visage des sorcières et sut qu'elles avaient compris. Bien, pensa-t-elle. Espérons qu'elles puissent mettre leurs différences de côté suffisamment longtemps pour gérer le problème qui nous occupe. Elle n'avait pas le temps de s'appesantir sur le passé. Les choses allaient déjà être assez difficiles sans que Nounou et les étranges sœurs ne se chamaillent à propos d'affaires oubliées depuis des lustres. Les Morning Stars, au moins, ne posaient plus problème. Le roi était en voyage d'affaires, la mère était partie calmer ses nerfs chez sa sœur, et Tulipe discutait avec le prince Mirliflor autour d'une tasse de thé. « Où est-elle alors » demanda Lucinda, qui eut aussitôt sa réponse. Avec ses cheveux argentés, sa peau fine comme le papier et blanche comme la neige, la nounou de Tulipe semblait incroyablement vieille, peut-être plus vieille qu'elle ne le savait elle-même. Elle les attendait, sur le seuil, le sourire aux lèvres et les yeux pétillants. « Bonjour, mes sœurs, entrez, c'est elle. Vous êtes les bienvenues. » Les sœurs et la belle Flance suivirent Nounou dans le vaste hall d'entrée. Le château était empli de lumière, et les bougies projetaient un éclat mystérieux sur les visages des sorcières, ce qui adoucissait leurs traits et leur rappelait leur jeunesse. « Le château est splendide !» dit Ruby en admirant les reflets sur les murs. « La reine qui parle ?»« On pense que la reine Morningstar est au regret de ne pas pouvoir vous recevoir en personne. Elle se remet actuellement de certains événements chez sa sœur qui, comme vous le savez, a grand besoin de soutien, elle aussi. » Les sœurs savaient de qui elle parlait, mais ne pipèrent pas mot. Nounou leur laissait entendre qu'elle se souvenait de ce qui s'était passé entre elles de longues années plus tôt. « Nous sommes heureuses que tu aies trouvé une bonne situation ici, avec Tulipe. »« Tu as toujours été douée pour les enfants et les affaires domestiques, » dit Lucinda. « Tu as toujours été douée pour les enfants. »« Ah ah !» Réponse. Tout en se demandant de quoi Nounou se souvenait exactement. « Je vois que tu maintiens les vieilles coutumes. Cela fait plaisir à voir. Même la marâtre de Blanche-Neige n'aurait pu faire mieux pour le solstice. » Elles entrèrent dans le salon et Nounou sourit. « Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Lucinda n'aimait guère recevoir des ordres, mais elle supposa que Nounou faisait simplement preuve de politesse. Les trois sœurs s'assirent d'un même mouvement sur un superbe divan, en velours rouge face à Nounou. Dans leurs robes noires, elles offraient un spectacle saisissant. Nounou se dit qu'elles ressemblaient à des roses funèbres posées sur une terre tachée de sang. Flance écouta les pensées des sorcières. Comme toujours, elle prit soin de garder ses propres pensées pour elle. Elle ne voulait pas que les sœurs en perçoivent des fragments ou des bribes dans le désordre. Si elle paniquait, elle ne serait plus bonne à rien. « Flance, pourquoi es-tu ici? Pourquoi nous as-tu fait venir? »« Oui, Flance, pourquoi es-tu partie quand Ursula nous a raconté son histoire? Nous sommes tellement inquiétés d'éclipser ainsi sournoisement quand nous avions déjà tant de choses à gérer. Ce n'est pas ton genre, pas du tout. Explique-toi. » Flance garda le silence. Non, je te dirai Lolo parce que là, non, du coup, pas ce matin. Peut-être qu'il est dans la boîte. On va aller voir. Ah, tu me hype. Mais attends, je finis ma lecture. Et le numéro de suivi ne marchait pas, j'arrivais jamais à suivre, moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Tu as fait quelque chose à notre Flance? Les trois sœurs se levèrent, prêtes à sauter sur Nounou. Asseyez-vous. Flance va bien. Nous avons quelque chose à vous montrer. Celle des légendes a quelque chose à nous montrer? Elle a beaucoup à dire, alors que nous avons déjà tant à faire pour réussir? Ruby écarquilla les yeux de joie. « Oh, nous faisons enfin des rimes, c'est fantastique !» Elle tapait dans ses mains, extatique.
Elle avait attendu si longtemps que Lucinda abandonne l'étrange mode de communication qu'elles avaient adopté après le départ de Circé. Martha se leva d'un bond et commença à taper des pieds, provoquant un tintamarre assourdissant. Les sœurs sont enfin libres de rire, mais nos bonnes manières sont une chose du passé. Ruby lui jeta un regard déçu. « Je suis désolée, mes rimes sont un peu rouillées », bredouilla Martha. Ruby se joignit néanmoins à elle en chantant et en tapant des pieds à son tour. Leur cacophonie résonna dans tout le château. Elle ne s'était pas autant amusée depuis le départ de Circé. Soudain, Tulipe fit irruption dans la pièce. « Que se passe-t-il, mesdames ?» Les sœurs regardèrent son visage angélique comme si la princesse était un insecte, une espèce inconnue, ce qu'elle était à leurs yeux après tout. Elle était la seule créature non magique de la pièce. Vu son expression, Tulipe ne savait pas comment interpréter la scène avec ces drôles de femmes visiblement dérangées qui sautaient dans tous les sens comme des aliénées. Ou plutôt, comme des marionnettes hystériques dotées d'une vie propre. Nounou essaya de détourner son attention. « Ma chère, as-tu laissé Mirliflor seule dans le petit salon ?»« Non, bien sûr que non, Nounou. Il est parti, répondit Tulipe, distraite par les drôles de sœurs qui semblaient devoir taper du pied et chanter jusqu'à ce que le château s'effondre. « Mesdames, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Vous allez finir par marcher sur ma chatte ?» Finit-elle par dire d'un ton sec. Les étranges sœurs se figèrent, une expression sévère et méprisante sur le visage. Pardon. On aurait dit des poupées sinistres fixant Tulipe de leurs yeux globuleux. « Ta chatte ?» demanda Lucinda, le regard meurtrier. Oui, il y en a qui aiment. Je pense que Tulipe aime bien, mais avec Mirliflor. « Oui, reculez, je vous en prie, avant de la piétiner avec vos bottines pointues. Cela me ferait mal. » Elle ne dit pas ça. « Lucinda, tu ne la toucheras pas, intervint Nounou. Elle a failli mourir à cause de vos manigances avec la bête. Je ne vous laisserai pas blesser ma précieuse enfant une nouvelle fois. » Elle défend sa chatte, là. Tulipe n'avait jamais entendu Nounou parler ainsi sérieusement, pas même quand elle avait affronté Ursula. « Quel rapport avec la bête ?» demanda Tulipe, regardant tour à tour les sœurs et sa Nounou, complètement déconcertée. « Mais enfin, qui sont ces femmes ?» Nounou posa la main sur son bras pour la rassurer. « Ce sont les sœurs de Circé, ma chère. Elles viennent nous aider à la retrouver. »« Les sœurs de Circé ? Est-ce possible ?» Tulipe regarda les drôles de créatures qui se tenaient devant elle. Elles étaient sœurs, c'était certain, absolument identiques les unes aux autres. Elles avaient quelque chose de sinistre, d'ignoble, maintenant qu'elle les observait de plus près. Elle ne les aimait pas du tout. Elles avaient les cheveux noirs comme le goudron, la peau blanche comme un os de sèche. Ça c'est Blanche-Neige revisitée. C'est vrai qu'elle est la peau blanche comme la neige, les cheveux noirs comme l'ébène. Elles ont les cheveux noirs comme le goudron, la peau blanche comme un os de sèche. C'est l'autre version de Blanche-Neige. Leurs yeux démesurément grands étaient cerclés de noir, ce qui les faisait paraître plus renfoncés encore. Elles étaient maigres à faire peur et avaient des mains squelettiques, des doigts osseux recouverts de bagues trop grandes. On aurait dit qu'un nécromancien les avait fait revenir de la tombe pour le bal de Samhain. Samhain. C'est quoi, c'est un truc de sorcière, ça? C'est bientôt fini. Il était impossible qu'elle soit de la famille de Circé. Tout à fait impossible. « Fais attention, ma chère, ou nous pourrions bien toucher à ton âme, » dit Lucinda en riant. « Oui, après ta chatte. » Non, je rigole, elles disent pas ça. Maudit-la, Lucinda, elle a volé notre chat. Tu vois? Nous pourrions la faire frire et offrir ses os à la sorcière roumaine. C'est qui cette sorcière roumaine? Elle arrête pas de revenir. Du calme, mes sœurs, elle n'a rien volé. N'oubliez pas que Flanze a vécu dans le château de la Bête quand le prince et Tulipe étaient fiancés. Tulipe ne pouvait pas savoir qu'elle nous appartenait. Comment aurait-elle pu savoir? Nounou était surprise que Lucinda soit aussi raisonnable. Ruby et Martha, par contre, frémissaient de rage et se contrôlaient à grand-peine. Elles avaient été si réservées et si calmes ces derniers mois, si différentes de leur vraie nature. Il leur fallait un effort de volonté colossal pour ne pas ouvrir un portail vers le royaume d'Hadès sur le champ et y précipiter la petite peste. Elle n'aurait plus jamais à voir son détestable visage d'ange. « Gare à vos pensées, chère sœur, les prévint Nounou. Celle des légendes s'est donc souvenue qu'elle était télépathe. » Tulipe avait l'impression de perdre l'esprit. Il manque un mot. « De qui parle-t-elle, Nounou » demanda-t-elle. Les sœurs éclatèrent de rire. Tulipe eut l'impression d'avoir le vertige et d'être prisonnière de ce rire épouvantable. Elle ne pourrait jamais y échapper. « Mais voyons, c'est ta chère Nounou, tu n'étais pas au courant, chérie. C'est une sorcière, comme nous » gloussa Martha. Tulipe recula devant les sorcières, comme si elle tentait d'éviter un serpent venimeux. « Tu es... quoi ?» Les sorcières voyaient que Tulipe essayait désespérément de comprendre. Nounou pensa qu'elle avait commis une terrible erreur en permettant à la princesse de rester au château pendant qu'elle s'occupait de Circé. Elle n'avait pas voulu gâcher ses chances avec Mirliflor, mais rien ne se passait comme prévu. C'était un désastre, il y avait tant à expliquer et les heures étaient comptées. « Je suis désolée, mon cœur, mais je pense qu'il est temps que tu dormes. »
Tulipe sembla tout à coup étourdie, comme si elle rêvait les yeux ouverts. « Oui, si vous voulez bien m'excuser, je crois que je vais me reposer un petit peu. » Tulipe embrassa sa nounou puis se dirigea vers ses appartements, où elle allait rester jusqu'à ce que Nounou la réveille. « Je vois que tu te souviens comment endormir les jeunes filles, dit Lucinda en riant. Elle ne s'était plus amusée depuis trop longtemps. Elle avait plus ri pendant cette journée qu'au cours des longs mois qui l'avaient précédée. Et elle appréciait cette sensation. Apparemment du même avis, ses sœurs se joignirent à elle. Leur rire enfla, devenant de plus en plus fort et de plus en plus malsain, à tel point qu'il emplit le salon, secouant les murs et les lustres. « Non, sorcière, non !» Flans s'était... Attends! Non, sorcière, non! Flans s'était adressée à elle toute. Vous allez mettre le feu à cette superbe pièce, miaou! Dit-elle en regardant le lustre aux bougies allumées qui oscillaient. « Mesdames, le thé nous attend dans le solarium, annonça Nounou en voyant les valets entrer dans la pièce. La vue est plus agréable et la pièce est moins inflammable, disons. La princesse est éreintée par les événements des derniers jours et je lui ai donné quelque chose pour la détendre, ajouta-t-elle à l'intention des domestiques. Pourrez-vous demander à Rose de vérifier qu'elle a bien rejoint ses appartements? Qui est Rose maintenant? C'est qui celle-là, Rose? Est-ce que c'est la Belle au bois dormant? Ha! On va bien voir. Oui, madame. Maintenant, allons nous servir une bonne tasse de thé. Les sorcières se dirigèrent vers le solarium en traversant un long hall orné de fresques particulièrement remarquables à la lumière dorée des bougies. Le thé les attendait. Biscuits recouverts de glaçage, pâtisserie à la crème et à la confiture, gâteaux à la cerise et aux noix. Ruby glissa sournoisement l'une des tasses blanches et noires dans sa bourse, tout en s'extasiant sur les pâtisseries. Elle a quand même volé une tasse. Là, tu viens de piquer, là. Shipper, arrête de shipper. Quel goûter appétissant, Nounou. C'est très aimable à toi. La pièce principale était incroyablement belle, avec sa coupole et sa vue imprenable sur le reste du phare des dieux. Le ciel s'assombrissait à la tombée de la nuit. Le soleil serait bientôt couché. Les sorcières pensèrent nerveusement au rôle qu'elles devaient jouer dans le plan d'Ursula. « C'est pour cela que nous sommes ici, dit Nounou. »« C'est pour cela que nous sommes ici, dit Nounou. Nous savons ce que vous préparez avec la sorcière des mers. » Lucinda sentit la colère la gagner. « La fée noire t'a contacté alors. Elle t'a envoyé son horrible avertissement. » Nounou n'avait pas eu de nouvelles de la fée noire depuis des lustres. En fait, elle l'avait totalement oubliée jusqu'à tout récemment, comme ses pouvoirs. Elle avait perdu la mémoire avant d'arriver à la cour des Morningstar. Oui, au début, ils disent qu'elles piquent des tasses partout où elles vont. Elle vient de la piquer devant nous, quoi. Non, je ne pense pas qu'elle se mêlerait d'une telle folie, répondit-elle. Elle a toujours été ta préférée, n'est-ce pas, grommela Martha. Toujours parfaite, elle ne pouvait jamais mal agir à tes yeux, même quand elle a détruit la terre des fées dans une crise de rage. Nounou soupira. Je croyais qu'elle était votre amie. Elle l'est, répondit Lucinda. Mais je ne la laisserai pas gâcher notre plan pour retrouver Circé. Avec nous, elle a largement dépassé les bornes. Il est temps qu'elle tombe de son piédestal. Nounou commençait à perdre patience. Nous ne sommes pas là pour discuter de Maléfique. Son histoire est trop longue et compliquée pour en débattre. Dans le peu de temps qu'il nous reste, toutefois, cet avertissement qu'elle nous a envoyé m'intéresse. Lucinda leva les yeux au ciel. Ce n'est rien. Je ne veux pas en parler, dit-elle avant de jeter un regard rusé à Nounou. Je préférerais savoir comment tu t'es souvenu de qui tu es. Combien de temps as-tu passé ici à Morningstar sans soupçonner tes pouvoirs? Sans t'en souvenir. Je me demande dans quelle mesure tu as vraiment recouvré la mémoire. Nounou garda son calme et son amabilité malgré le ton sournois de Lucinda. Je retrouve mes souvenirs à chaque instant depuis que Flans est à la cour. En vérité, cependant, je crois que tout a commencé en sa compagnie dans le château de la Bête, même si je n'en avais pas conscience alors. Je suppose que je dois vous remercier de l'avoir envoyé espionner ce qu'il s'y passait. Martha et Ruby coulèrent des regards indignés vers leur chatte. Non, je rigole. Flans, comment as-tu pu trahir nos secrets? Flans ne nous a pas trahis, dit Nounou en éclatant de rire. Ruby et Martha faisaient les 100 pas folles d'inquiétude. Lucinda, comment as-tu pu envoyer Flans à celle des légendes? Elle l'a retournée contre nous. Lucinda ferma les yeux et fit un effort surhumain pour ne pas étrangler ses sœurs. Comment aurais-je pu savoir qu'elle était la nounou de Tulipe? Elle n'avait plus de pouvoir et était impossible à repérer. À ma connaissance, elle était même morte. Pendant que les sorcières se disputaient, Flans conservait son calme, assise devant l'énorme arbre du solstice, aussi haut que la coupole. Elle observait les reflets lumineux sur les décorations argentées et dans toute la pièce, mais son attention se focalisait surtout sur la débâcle totale de ses plans. Comment avait-elle pu penser qu'elle pourrait réunir ses sorcières et accomplir quoi que ce soit, voire sauver la vie de Circé? Comment ça, sauver la vie de Circé? Demanda Lucinda prise d'hystérie. Qu'est-ce que tu veux dire? Circé est en danger? Flans inspira et soupira longuement.
Elle avait commis une terrible erreur. Elle devait empêcher ces sorcières de perdre la tête. Elle avait besoin qu'elles retrouvent leurs esprits, car il était temps de leur dévoiler ce qu'il s'était passé. Si elle parlait, ses propos pourraient être interrompus, déformés ou mal compris. Elle devait montrer à ces sorcières. Ainsi, elle pourrait comprendre, elle pourrait savoir. Nous montrer quoi? Les sœurs s'étaient de nouveau levées, hurlant et claquant les talons de leurs bottines noires et pointues. « Montre-nous, Circé, montre-nous notre sœur !» Le verre de la coupole tintait au-dessus d'elle, menaçant de se briser, mais elles n'y prêtèrent pas attention. « Calmez-vous, je vous en prie !» cria Nounou. « La coupole va nous tomber sur la tête !» Les sœurs hurlaient en plein délire, déchirant leurs rubans, les boucles emmêlées, le maquillage ravagé par les larmes. Elles n'arrêtaient pas de déchirer leurs vêtements dès qu'elles ont un problème, celle-là. « Montre-nous notre sœur !» hurla Martha. « Lucinda, serre-toi du miroir !» Lucinda s'empara de la bourse de rubis et en tira le miroir à main magique. « Lucinda, nous avons déjà essayé de l'invoquer dans le miroir, ça ne marche pas, génie Ruby. » Mais Lucinda n'écoutait pas. « Montre-nous, Circé !» rugit-elle vers son reflet terrifié. Nounou arracha le miroir de la main tremblante de Lucinda. « Montre-nous, Circé !» dit-elle à son tour. Une étrange créature maladive apparut dans le miroir, quelque chose de gris et de verdâtre aux yeux immenses, creux et noirs. « Maudit miroir, montre-nous notre sœur !»« C'est votre sœur, mes chers, expliqua Nounou. Cette créature est Circé. » Chapitre 18. La trahison de la sorcière des mers. Et c'est le antépénultième chapitre. Ah non, même pas. Il y en a qui font 2 pages. Les étranges sœurs regardaient fixement leur miroir magique, incapables d'en croire leurs yeux. Leur pauvre petite sœur adorée. Comment cette créature pouvait-elle donc être Circé? Et pourquoi la sorcière des légendes avait-elle réussi à la faire apparaître alors qu'elles avaient échoué? J'ai demandé à Flance de vous faire venir ici, car je crains qu'Ursula ne viole son accord, déclara solennellement Nounou. Quel accord? Demandèrent les sœurs d'une seule voix. Je ne pense pas qu'elle compte vous rendre Circé. Les sœurs inclinèrent la tête sur le côté d'un mouvement saccadé. Elles semblaient regarder quelque chose de très lointain, comme si elles étaient en transe. Puis Lucinda reprit enfin. Rendre Circé? Comment ça la rendre? Je suis désolée, je croyais que vous étiez au courant. Au courant de quoi? De quoi devrions-nous être donc au courant, nom d'Hadès? Nom d'Hadès. Qu'Ursula a enlevé Circé? Je croyais que vous l'aidiez pour cette raison. Non, c'est nous qui l'avons appelée au secours. Elle a dit qu'elle nous aiderait à trouver Circé une fois que nous aurons détruit Triton. Je vois. Vous avez donc décidé de ruiner la vie d'Ariel et de tuer Triton pour le plaisir? Pas pour le plaisir? Pour Circé? Ursula nous a raconté son histoire et a récolté notre haine afin que nous détruisions Triton ensemble. En échange, elle devait nous aider à retrouver notre sœur. Maintenant, notre haine va s'abattre sur elle comme un millier de cauchemars. Elle souffrira toutes les peines de l'enfer, bien après sa mort, pour nous avoir trahis. Lucinda se leva. Ses sœurs restèrent assises, stupéfaites qu'Ursula les ait manipulées aussi impudemment. Ursula n'avait pas menti au sujet de son frère. Elles avaient vu la vérité sur Triton dans les flammes de la divination. Triton mérite vraiment de mourir, ça ne fait aucun doute. Alors pourquoi une telle trahison, tonna Lucinda? Il était inutile de nous tromper, je ne comprends pas. Ursula a peut-être eu peur que nous refusions, mais nous l'aurions aidée de toute façon. Et si nous avions refusé? Est-ce qu'elle nous aurait menacés, mis la vie de notre sœur en jeu? Chantage! Lucinda était folle de rage, le miroir à la main. « Où est Ursula? Montre-moi la sorcière des mers » hurla-t-elle. Vanessa apparut dans le miroir. Elle se tenait sur le navire nuptial, telle une mariée démoniaque, pâle à faire peur. La colère commençait à déformer ses jolis traits. La silhouette de la sorcière des mers se mélangeait à la sienne. Ariel était allongée sur le pont du navire. Eric contemplait la scène avec horreur et Vanessa poussa un hurlement. « Trop tard, mes agneaux, trop tard !» Des éclairs s'élancèrent vers le ciel depuis ses doigts, déchaînant une terrible tempête, puis sa véritable forme fit exploser son enveloppe humaine. Les passagers s'éloignèrent en criant et Ursula rampa sur le pont comme une créature de cauchemar en direction d'Eric et de la petite sirène. Ça fait trop peur dans le film. « Elle a Ariel !» hurla Ruby. « Il est trop tard !» Lucinda serra le miroir plus fort que jamais. « Non, il n'est pas trop tard !» De la main, elle fit un geste vers la porte qu'elle verrouilla par magie afin que les serviteurs ne puissent pas entrer, puis elle se plaça au centre de la pièce sous la coupole en verre. Des feux d'artifice explosaient au-dessus du solarium. Des navires qui s'étaient réunis autour du château à l'occasion du solstice d'hiver rendaient hommage au phare des dieux avec des offrandes de feu et de lumière. Lucinda récita une nouvelle incantation. Tuez la sorcière, que jaillisse son sang. Libérez notre sœur par ce sort tout-puissant. Le frère d'Ursula apparut dans le miroir, le visage convulsé par la colère. « Lâche-la » ordonna-t-il à Ursula qui tenait le bras d'Ariel. Ursula éclata de rire. « Pas question, elle est à moi maintenant, nous avons signé un pacte !» Ursula lui montra le contrat signé par Ariel et se demanda ce qu'il pouvait bien penser à cet instant. Craignait-il pour la vie de sa fille ?
Je devrais peut-être le forcer à me regarder tuer sa précieuse enfant, lui imposer la douleur et la peur que mon père a ressentie avant sa mort, cette mort que mon père méritait, selon lui. « Père, je suis désolé, je ne savais pas !» cria Ariel. La colère de Triton augmentait à chaque instant. Soudain, il la dirigea vers Ursula, qui l'écrasa contre la paroi de roche grâce au pouvoir de son trident, essayant en vain de rompre le contrat. « Tu vois, ce contrat est légal, irrévocable et incontournable, même pour toi !» dit Ursula. Puis elle lui adressa un sourire, le sourire qu'il détestait, celui qui signifiait qu'elle se réjouissait de le voir étouffé de rage. « Mais on peut négocier. Je suis large d'esprit et ouverte à toute proposition. » La fille adorée du grand roi Triton est une marchandise précieuse. Et la petite sœur des 3 redoutables sorcières l'est encore plus, pensa-t-elle. La colère des étranges sœurs envahit la pièce comme une fumée venimeuse. Elles avaient beau haïr Triton, elles haïssaient Ursula plus encore. Comment a-t-elle osé prendre notre petite sœur? Comment ose-t-elle l'utiliser? Ursula nous a trompés, mes sœurs. Elle n'a pas l'intention de libérer Circé. Les hurlements de Ruby et Martha résonnèrent dans les nombreux royaumes, mais Lucinda était sinistre dans sa retenue même. Du calme, mes chers. Nous ne voulons pas qu'Ursula apprenne que nous avons découvert son secret. Elle entend utiliser Circé contre nous, comme une monnaie d'échange pour que nous lui prêtions assistance dans ses futurs plans. La fée noire avait raison, nous devons l'arrêter. Agitées de soubresauts et de convulsions, les sorcières reprirent leur chant, qui gagna en violence et en volume. « Éventrez la sorcière, que jaillisse son sang! Tuez la sorcière par ce sort tout-puissant !» Et toujours elle regardait Ursula et Triton dans le miroir magique. « Mais je pourrais me résoudre à faire un échange avec une personne plus précieuse, dit Ursula. » Triton comprit ce qu'elle voulait. Elle n'avait jamais été intéressée par l'âme d'Ariel. C'était lui sa proie, lui, son pouvoir et son âme. Ursula tenait sa vengeance et une part de Triton estimait qu'il la méritait. Il avait chassé sa fille à cause de sa haine des humains et poussé sa sœur à la folie en la trahissant. « Oui, je n'ai que ce que je mérite, pensa-t-il. Il prendrait la place de sa fille. Les mots d'Ursula résonnèrent à ses oreilles quand il signa le contrat. « Si je suis l'abomination que tu décris, c'est par ta faute. » Ursula avait eu raison de dire cela. Il avait créé ce monstre. Et maintenant, il ne pouvait plus rien faire pour se racheter. Ses regrets ne signifieraient rien pour elle. Ses mots ne seraient que cendres. Au moins, je peux sauver Ariel. Peut-être régnera-t-elle avec plus de compassion que je ne l'ai jamais fait. Comme Rof quand il dit « j'ai créé un monstre », parce que maintenant je sais faire des trucs sur OBS. Les sœurs auraient tant aimé détruire le roi comme elles avaient prévu de le faire. Qu'il regrette enfin ce qu'il avait fait à sa sœur ne suffisait pas. Elles voulaient qu'il meure. Elles eurent besoin de toute leur énergie pour maîtriser leur haine de Triton et la diriger contre Ursula. Elles l'engrangeaient, la cultivaient et la chérissaient depuis tellement longtemps. Cette haine, la haine, la haine! Il leur fallut tout leur pouvoir pour ne pas céder à son appel et ne pas abattre le tyran. Oh, elles auraient tant voulu qu'Ursula soit l'amie qu'elle l'avait cru être, tant aimé anéantir son frère et la mettre sur le trône. Elles auraient fait n'importe quoi pour aider leur amie. Pourquoi une telle trahison? C'était tellement décevant de voir Ursula échouer alors qu'elle était si prometteuse. Elle l'avait crue différente. Or, elle ne voulait qu'assouvir sa vengeance. Et le pouvoir, elle qui s'était sentie impuissante toute sa vie. Elle était devenue ce que son frère l'accusait d'être, répugnante. La peur serra les cœurs des 3 sorcières dans un étau quand elles virent qu'Ursula s'était emparée de la couronne et du trident de Triton. C'est pour cela que la fée noire nous a mis en garde. Elle connaît le cœur d'Ursula mieux que nous. Terrifiée, elle regardait Ursula prendre des proportions gigantesques. La folie de la sorcière des mers semblait elle aussi enfler à chaque instant. Son rire envahit les nombreux royaumes. Elle commandait les flots et fit remonter des abysses des navires disparus depuis des siècles, portés par des vagues traîtresses. Elle délirait, s'appropriait les océans. S'il restait quelque chose de celle que les étranges sœurs avaient appelée leur amie, elle ne pouvait plus en détecter la moindre trace. Ursula était complètement à la merci de ce pouvoir écrasant. Elle était devenue totalement folle. La fée noire avait raison. Ursula façonna un maelstrom, on dirait une carte magique, d'épaves pour attaquer Eric et Ariel. Elle allait tuer la petite sirène. Son plan pour épouser Eric semblait oublié, effacé par sa folie grandissante. Elle est ivre de pouvoir et peut-être de chagrin à cause de la perte de tout ce qu'elle a jamais aimé. Lucinda répéta son sort, cette fois dans l'objectif de détruire ce que ses sœurs et elle avaient aidé à engendrer. Elles ne valent pas mieux que Triton. Elles ne valaient pas mieux que Triton, pensa-t-elle, car elles avaient joué un rôle dans la chute d'Ursula, elle aussi. Elle sentit son cœur se fêler. Malgré la trahison d'Ursula, elle ne ressentait aucune joie. « Tuez la sorcière, que jaillisse son sang! Libérez notre sœur par ce sort tout-puissant !» Martha et Ruby étaient en train de paniquer. « Nous ne pouvons pas tuer Ursula. Il y a forcément un moyen de la sauver, cria Ruby. Si nous prenons la couronne et le trident, elle reviendra elle-même. Elle redeviendra elle-même. Comme dans Villainous, ils veulent le trident et la couronne.
Oui, c'est notre faute. Circé avait raison d'être fâchée. Après nous, nous nous mêlons toujours des affaires des autres et voyez ce que cela a entraîné. Cela va coûter la vie à Ursula. Lucinda jeta un regard terrifiant à ses sœurs. Silence, c'est Ursula la responsable, pas nous. Elle aurait fini par mettre la main sur ce collier de toute façon, et elle a pris Circé pour s'assurer de notre aide. Elle n'est plus la sorcière que nous connaissions. Elle a succombé au pouvoir et à la cupidité, comme la méchante reine, et nous la détruirons pour sa duplicité. Les feux d'artifice des bateaux arrimés dans le port de Morningstar continuaient d'exploser au-dessus du château, sur lequel retombaient des gerbes d'étincelles. C'est le seul moyen de libérer notre sœur et d'éviter qu'elle ne nous déteste jusqu'à la fin de ses jours, poursuivit Lucinda. Circé ne nous pardonnerait jamais de laisser un tel pouvoir se déchaîner. Elle leva les yeux vers le ciel et les cascades d'étincelles qui s'abattaient sur la coupole en verre. La mer était agitée et brillait d'une lueur violette. Nous n'avons pas le choix, mes sœurs, nous devons la détruire. Lancez le sort avec moi. Lucinda, Ruby, Martha et celle des légendes, donc la nounou, réunirent leurs pouvoirs et laissèrent leur sort retentir dans les nombreux royaumes afin que toutes les sorcières l'entendent. Cette fois, leur magie n'était pas noire et secrète. C'était une alliance désespérée pour abattre la sorcière qui avait maintenant le pouvoir de toutes les détruire. « Tu as pris notre sœur et notre haine. La mort sera ta peine !» Les sorcières poussèrent un cri strident, puis s'emparèrent à nouveau du miroir en criant « Montre-nous la sorcière !» Ursula apparut aussitôt. Elle tente de tuer Ariel, elle a rompu son marché. Tu es là maintenant sans plus tarder. Toutes les sorcières semblaient prises de folie. Elles tapaient des pieds et criaient si fort que la coupole en verre menaçait à nouveau de se briser. Ça, s'il y avait un film, ça ferait trop peur. Hein. Les voir toutes taper comme ça et hurler comme des démoniaques, ça me ferait peur. Les serviteurs tambourinaient sur la porte, essayant d'entrer pour savoir ce qu'il se passait, terrifiés par les hurlements en provenance de la pièce et par les terribles explosions qui se produisaient au large. « Montre-nous la sorcière !» Les sorcières regardèrent Eric se hisser sur le pont de l'une des épaves, un grand navire au beau pré brisé, et sûr qu'Ursula n'avait plus que quelques instants à vivre. « Empalez la sorcière ! Que jaillisse son sang! Guidez Eric par ce sort tout-puissant !» Empaler la sorcière, hein. Elles virent avec soulagement la proue du navire s'enfoncer dans le corps d'Ursula en une explosion d'éclairs et de fumée violette, puis le corps de la sorcière des mers sombra dans les profondeurs. Les sœurs s'effondrèrent au sol, les yeux posés sur l'image de la fumée s'élevant au-dessus des flots dans leur miroir. Elles venaient de mettre à mort la sorcière qui avait été leur amie. Chapitre 19. Le désespoir de Circé. Dans les profondeurs de l'océan, au cœur du jardin des âmes perdues d'Ursula, Circé eut l'impression de briller soudain d'un éclat aveuglant, comme les autres formes dorées autour d'elle. C'était une sensation curieuse, comme si elle découvrait pour la toute première fois ce que signifiait être en vie. Ursula avait pris son âme et laissé son enveloppe dépérir auprès de ses autres victimes. Circé ne s'était jamais demandé ce qu'elle pourrait ressentir en perdant son âme et n'aurait jamais imaginé cette terrible sensation de vide, l'impression persistante qu'il ne lui restait que sa tristesse et sa solitude. Ces mots pourtant ne suffisaient pas à décrire ce qu'elle avait vécu. C'était comme le désarroi et l'impuissance du plus terrible désespoir, cette impression d'avoir été avalée par un gouffre calciné duquel on ne pourrait jamais sortir. Elle se demandait si c'était ce que la bête avait éprouvé quand la malédiction lui avait arraché son humanité. Elle sentit le rouge de la honte lui monter aux joues. Bien sûr, ses sœurs diraient que le prince ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, que Circé lui avait donné le choix. Et c'était vrai. Mais son cœur se serra en pensant à la souffrance qu'elle avait infligée, même si elle était méritée. « Salut, Salira, comment vas-tu? Merci à tous, bienvenue. On est en train de terminer notre petite histoire. Salut Cloud, comment vas-tu? Vous êtes trop chou, bah bienvenue tout le monde. Merci d'être venu avec ton crew ici. On est en train de terminer l'histoire de Ursula. C'est chaud, il reste que quelques pages là. Ça y est, elle est morte. Cette scène, on la connaît quand même. Et il reste 3 fois rien. On va voir comment ça se termine tout ça. On va bien voir. Ça va Salira, comment vas-tu? Qu'est-ce que vous faisiez? J'en profite, je vais boire un petit peu. Ah, super. J'espère que vous êtes bien amusés. Oh, merci Danciteria, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Ici, on fait pas mal de Disney et de jeux de société. C'est les grandes lignes. Il y a une libre antenne aussi, on fait un peu de cuisine et voilà. T'as dû installer des éoliennes pour créer le réseau électrique. Oh mon dieu, ma pauvre. Et bah bienvenue tout le monde. Merci Midogeek pour ton follow. Vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à vous dans cette communauté. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur le Discord ou sur les réseaux. J'ai bataillé avec mon chat qui faisait plein de conneries dans mon appart. Ah, belle matinée en perspective. Dans cette histoire aussi, il y a un chat.
Enfin, une chatte. Du coup, ça nous fait marrer. Bah, c'est comment ils le disent. Bon, je finis mon histoire. Alors, est-ce que la bête avait ressenti ça, etc. Son cœur se pensa. En sortant du jardin en compagnie des autres victimes enfin libres, Circé vit les répugnants restes de la sorcière des mers au fond de l'océan et comprit que ses sœurs ne devaient pas être loin. C'était dégueulasse quand même de voir cette espèce d'énorme poulpe par terre. Elle se propulsa grâce à sa queue de sirène et frémit en apercevant de gros morceaux de tentacules, envahie par la culpabilité à l'idée du rôle qu'elle avait dû jouer dans la mort d'Ursula. Elle ne comprenait pas pourquoi Ursula l'avait trahie, et même si elle n'était plus prisonnière de son jardin, elle conservait cette sensation de vide et de malheur en elle. Elle voulait seulement savoir pourquoi. Elle avait toujours aimé Ursula, avait toujours été son amie. Maintenant, elle ne saurait jamais pourquoi Ursula l'avait capturée. Ou peut-être que si, en fait. Ah, tu as lu tous les livres, Midogeek? Alors, nous dis pas, parce que nous, c'est le 3e. Donc, on a lu que le premier, 2e, et là, c'est celui-là. Donc, nous dis pas, parce que on est tous un peu hypés par la suite de cette histoire. Elle a une triste histoire au final. Bon, on verra. Donc, peut-être que si, en fait. Là, sur le lit boueux de l'océan, parmi les débris du cadavre, elle aperçut le collier au coquillage doré. Circé le saisit dans sa petite main et émit un souhait désespéré. Elle fut aussitôt prise d'une colère qu'elle n'avait jamais ressentie, une rage impossible à contenir qui menaçait de la dévorer. Non, ce n'était pas tout à fait ça. Quelque chose grandissait en elle, quelque chose d'immense et d'ignoble. Elle allait éclater, et il ne resterait d'elle que cette haine. La douleur, l'angoisse étaient insupportables, mais la haine et la colère étaient encore pires, comme une maladie immonde attaquant son cœur, emplissant son esprit d'images épouvantables, des scènes qu'elle ne comprenait pas. La vision terrifiante d'un homme à l'agonie, littéralement découpé en morceaux par la foule furieuse qu'il essayait d'éloigner d'une jeune fille, puis cette même jeune fille sur une falaise en larmes, terrifiée et écœurée. Les images se succédaient rapidement, et Circé n'y comprenait rien, mais elle revivait ses souvenirs comme s'ils étaient les siens. Elle sentait qu'elle devenait quelque chose d'autre, de différent, de totalement étranger à elle-même. Quand même triste un petit peu l'histoire d'Ursula, tu vois. Elle avait pris possession de l'âme de la sorcière des mers. Elle était Ursula. Tel le Léviathan, son corps devenait gigantesque, gonflé de rage et de puissance. Elle avait le pouvoir de commander les mers, soumise à sa moindre volonté. Mais ce pouvoir était trop grand, même pour une sorcière telle qu'Ursula, et Circé eut peur. Elle combattait non seulement contre elle-même, mais aussi contre une terrible haine dirigée à son encontre. Elle ne comprenait pas qui avait le pouvoir de contrôler une telle violence. Qui pouvait utiliser sa propre magie contre elle? Son esprit tourbillonnait dans le maelstrom de rancœur qui l'inondait. Elle aime bien ce mot-là. Elle avait pris des proportions immenses et avait l'impression d'être impénétrable. Sa haine l'avait trahie. Circé regarda dans le cœur de la sorcière des mers. Elle était infâme, horrible, monstrueuse et abominable. Elle était tout ce que son frère avait dit d'elle et tout ce que la fée noire avait prédit. Et la sorcière des mers avait su qu'elle méritait une telle fin. Elle l'avait compris, un instant avant de mourir. Elle avait trahi les étranges sœurs, ses chers amis, pour ce pouvoir et cette vengeance, un pouvoir qui était en train de la détruire et qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle n'avait plus de volonté propre. La rage bouillonnante avait pris possession d'elle. Elle n'était plus que sa propre créature. Elle était déjà morte avant qu'Éric ne la tue. Circé poussa un hurlement effroyable, si fort qu'elle crut que sa gorge allait se déchirer. Elle était de nouveau elle-même, mais affaiblie, à cause de ses épreuves, mais aussi de ce qu'elle avait vu dans le cœur d'Ursula au cours de ces derniers instants. Tandis qu'elle atteignait l'air libre, des volutes de fumée noire et violette s'élevaient de l'océan, comme un cyclone menaçant. Le ciel en était rempli, et les bateaux amarrés près du château de Morningstar tanguaient dans la pénombre. Les restes d'Ursula, revenus à la surface, se mêlaient à l'écume et teintaient la mer d'un gris putride. La haine de la sorcière des mers perdurait après sa mort. Oui, c'est joli ça. Elle était déjà morte avant qu'Éric ne la tue. C'est triste. Le phare des dieux étincelait toutefois et s'élançait vers le ciel comme s'il défiait la fumée pestilentielle de la décomposition. Circé sortit des vagues et sentit avec soulagement la terre ferme et le sable sous ses pieds. Ses sœurs étaient tout près, mais quelque chose n'allait pas. Elle se précipita vers le château, paniquée. Elle ne s'attarda pas auprès des gardes qui la laissèrent passer, pliée à sa volonté. Hudson l'accueillit un peu plus loin, pâle et terrifiée. « Mademoiselle Circé, vous êtes là, grâce aux dieux. La princesse Tulipe est souffrante et Nounou a été attaquée. Oh » Circé, encore perturbée par sa transformation de sirène en humaine, essaya de mettre de l'ordre dans ses idées. « Où sont-elles? Guidez-moi » Hudson la mena à la grande salle, à la salle principale, où plusieurs gardes essayaient sans succès d'abattre la porte à coups de hache. Un tas d'armes brisées gisait à terre. « Éloignez-vous, messieurs, dit Circé, et elle propulsa la main vers l'avant, faisant exploser la porte vers l'intérieur dans un fracas assourdissant. Nounou et les étranges sœurs étaient allongées au sol, sans connaissance.
« Où est Tulipe ?» demanda Circé en faisant le tour de la pièce des yeux. « Dans sa chambre, mademoiselle. Rose tente de la réveiller depuis des heures. » Circé ne comprenait rien à ce qu'il s'était passé. « Sortez tous immédiatement !» Hudson tenta de protester, mais Circé le fit taire d'un ton sec qui ne lui était pas habituel. « Hudson, sortez et faites sortir tout le monde. Je dois m'occuper de Nounou et de mes sœurs. » Chapitre 20. Les regrets de Triton. Il fait une page. Triton nageait dans les eaux troubles à la recherche de sa fille, écœuré par les horreurs qui l'entouraient. Il sentait la haine de sa sœur encore incrustée dans la pourriture qui recouvrait le fond de l'océan. Il avait l'impression d'étouffer et pensa que c'était probablement ce qu'elle avait désiré. Il savait qu'il méritait son sort et il fut envahi d'effroi en pensant au rôle qu'il avait joué dans sa disparition. Il ne pouvait plus rien faire pour racheter sa conduite envers sa sœur, mais il pouvait au moins arranger les choses avec sa fille, même si cela signifiait lui donner forme humaine. Il pensa qu'Ursula tenait sa vengeance après tout. Il allait transformer quelqu'un qu'il aimait profondément en la chose qu'il haïssait le plus, un être humain. Chapitre 21. Les sorcières endormies. Assise à côté du lit de Tulipe, Circé regardait la princesse dormir. Elle avait vérifié qu'elle ne portait rien d'inhabituel, un objet qui aurait pu être responsable de son sommeil, et en avait conclu que l'une des nombreuses sorcières présentes au château avait dû lancer un sort qu'elle n'arrivait pas à lever. Elle voulait découvrir tout ce qu'il s'était passé pendant sa captivité, mais elle ne pourrait pas en savoir plus tant que Nounou et ses sœurs resteraient inconscientes. La main de Tulipe dans la sienne, elle se sentait terriblement seule et impuissante quand elle aperçut un arc-en-ciel spectaculaire se former au-dessus d'un superbe navire. La scène lui réchauffa le cœur sans qu'elle ne sache pourquoi. « C'est un navire nuptial, ma chère. » Circé leva les yeux et vit que Nounou et Pflanz se tenaient sur le pas de la porte. « Nounou, que s'est-il passé ?» Nounou poussa un soupir de soulagement. Circé allait bien. Leur sacrifice n'avait pas été inutile. « Quel sacrifice? Pas Tulipe ?» Nounou sourit faiblement. « Non, Tulipe va bien. Je peux la réveiller à tout moment. » Circé comprit aussitôt. « Ses sœurs? » « Oui, ma chère. Inverser une magie si infusée de haine exige un pouvoir immense. Je suis stupéfaite que tes sœurs aient survécu à une telle épreuve. » C'est donc pour cela qu'Ursula avait eu l'impression que sa propre magie avait été retournée contre elle, pensa Circé. « Je ne comprends pas. Quelle magie devait-elle inverser? Pourquoi mes sœurs ?» Puis elle comprit. Elle l'avait fait pour la libérer du jardin d'Ursula. « Viens, ma chérie, nous allons regarder le navire nuptial s'éloigner. Puis Nounou va tout expliquer. » Nounou pouvait entendre les pensées de Circé et sentir sa confusion, la multitude de questions qu'elle se posait. « Quand tu auras entendu mon histoire, tu seras ravie d'avoir vu nos amoureux commencer leur vie à deux. Fais-moi confiance. Nounou connaît ton cœur presque aussi bien que toi. » Épilogue. Au sommet des falaises, battues par le vent, deux sorcières, très différentes en âge et en magie, mais semblables pour ce qui était du cœur et de la sensibilité, observaient le bateau de mariage d'Ariel et d'Éric prendre le large. La petite sirène n'avait jamais été aussi heureuse. Elle partait à l'aventure dans un nouveau monde avec l'homme qu'elle aimait. Elle allait enfin danser et courir, découvrir la vie et l'amour dont elle avait toujours rêvé. Mes sœurs ont empêché Ursula de tuer cette jeune fille? Nounou décida que la réponse la plus simple était la meilleure. Oui, ma chère, tes sœurs nous ont tous sauvés. Nounou avait raison, pensa Circé. Un jour, elle repenserait peut-être avec plaisir à l'histoire de la petite sirène, et elle serait heureuse que le souhait d'Ariel de devenir humaine et d'épouser son prince soit devenu réalité. Pour l'instant, toutefois, elle ne pouvait penser qu'à ses sœurs et à Pflanz, assises à leur côté, qui les regardaient en silence de ses grands yeux apeurés, attendant et espérant que ses maîtresses sortent de leur sommeil de mort. Puis Nounou et Circé furent secoués d'un frisson, d'un picotement dans la nuque. Quelqu'un approchait. Une sorcière. Une puissante sorcière. Mais ni l'une ni l'autre ne pouvaient encore deviner ses intentions. C'est la fin. C'est la fin. Le volume d'après, c'est Maîtresse de tous les maux, et donc c'est l'histoire de Maléfique. Voilà. C'est sûrement Maléfique qui a approché sournoisement dans le dos. C'était vraiment très très bien. Ça donne envie de regarder Once Upon a Time. Je crois que je vais m'y mettre bientôt. Oh oui, non, il est vraiment bien. Alors, effectivement, j'ai lu tout à l'heure dans le chat que c'était pas ton livre préféré de la saga. L'ensemble est très chouette. Je suis assez d'accord. Donc, le premier, c'était Evil Queen. Le deuxième, c'était La Bête. Le troisième, c'est Ursula. Le quatrième, ça sera Maléfique. Et enfin, il y a Les Étranges Sœurs. Et puis après, il y en a encore d'autres. C'était pas forcément mon préféré. J'aurais voulu qu'on aille un petit peu plus encore dans le passé d'Ursula.
qu'on nous révèle quelque chose d'un petit peu plus... C'est touchant, hein, il y a son père adoptif, tout ça, mais ça parle énormément de ses étranges sœurs. J'ai déjà trouvé que c'était le cas dans le numéro 2. Ça parle vraiment beaucoup des sœurs, quoi. Mais voilà, les étranges sœurs, ce sont les personnages centraux, manifestement, donc j'ai hâte de lire leur histoire aussi. Mais voilà, donc c'était la saga des Villains de Disney par Serena Valentino. Merci à tous d'avoir suivi Pauvre âme en perdition, qui est le volume sur Ursula. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain, puisqu'on fera le puzzle Villainous d'Ursula. Et voilà. Et par la suite, on lira Maîtresse de tous les mots. J'avais déjà fait le puzzle de Maléfique, mais pourquoi pas le refaire en réalité. Il est là-haut. Je l'avais jamais laissé en replay. Je l'avais fait il y a très très longtemps. Ça date des débuts de la chaîne. Donc pourquoi pas le refaire. Voilà. Rendez-vous cet après-midi. On joue à Magic avec Rof, je pense un petit peu avant 14h. Et puis quoi d'autre? Il y a la cuisine demain et il y a la libre antenne samedi soir. Si jamais vous voulez y participer, vous pouvez remplir le petit formulaire. Et voilà. Mais merci Danceteria, merci beaucoup. Merci à tous d'en avoir fait partie. Et quoi d'autre? On ouvre la nouvelle extension de Villainous normalement mardi matin prochain. Donc je vous dis à tout à l'heure, et ceux qui regardent en replay, eh bien à très très bientôt. Voilà, beaucoup d'amour sur vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous les uns les autres, et en cette période, prenez vos bisous sains et surtout donnez-en. Salut!